Là, j'ai Ouais. l'impression que c'est purement On sémantique. est C'est totalement même. d'accord. Mais oui, mais Mais on donc est là là, totalement d'accord. mais, Mais tu vois l'univers fondamentalement différent qu'il y a. Fais pas le naïf là. mais non, mais parce Relis que la c'est ça qu'il première entend phrase par comme elle est dite par conscience. Chris. Pour tout le reste, c'est un peu de la merde. Mais J'avale et je ça, respire par le même tuyau, c'est de la daube. Donc moi, je considère que le transhumanisme, il s'impose c'est parce que marrant. j'observe que ma nature humaine, c'est de la merde. Et donc, je veux m'augmenter. En particulier, je veux me soustraire à ma nature humaine. Je veux la dépasser C'est- potentiellement pour faire de moi quelque chose qui n'est plus humain ou pour faire quelque chose qui est humain version 2, version 3, version 4, je sais pas quoi. Bonjour, bienvenue sur DBD pour cet entretien avec Joachim de la chaîne Le Libre Arbitre n'existe pas. Je vais tout de suite lui proposer la possibilité de se présenter et de nous expliquer quelle est sa chaîne, qui il est, etc. Et donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc Joachim Mühlner. La voilà, la moitié de mon temps, je suis médecin psychiatre et le reste du temps, je fais notamment donc une chaîne YouTube, enfin un podcast en général qui s'appelle Le Libre Arbitre n'existe pas. Je mets les podcasts en vidéo sur YouTube et le son sur Spotify également. Sur Bandcamp, j'avais mis des trucs aussi. Et donc tout le sujet de ce travail qui, initialement était un livre et qui ensuite est un podcast et là qui va être à nouveau un travail d'écriture, un de ces 4 avec un éditeur. C'est donc d'exposer les arguments logiques et scientifiques, notamment neuroscientifiques, qui permettent de savoir, non plus d'affirmer, mais de savoir que le libre arbitre n'existe pas. Et c'est peut-être surtout ça qui me motive, d'explorer ensuite les conséquences qui sont radicales et non moins que révolutionnaires, les conséquences que ça peut avoir pour la culture des humains, pour la culture générale. Révolutionnaire puisque notre paradigme culturel commun, et probablement aux 3/4 des personnes qu'il y a ici, c'est un paradigme qui est libéral, libre-arbitriste, qui part de l'idée que chaque humain est capable, doté d'une capacité à faire usage de liberté ou faire preuve de liberté, et qu'on serait les seuls êtres dans l'univers à être dotés de ces capacités qui sont proprement surnaturelles. Et donc on a aussi depuis le siècle des Lumières et les révolutions bourgeoises européennes, on a un renversement du paradigme qui auparavant était théiste, quoi, c'est-à-dire ce qui régit le monde, c'est Dieu et donc du coup on se doit de respecter les représentants de Dieu sur terre que sont le roi et le clergé, et c'est eux qui régissent l'organisation des rapports de domination. Et on est passé donc de ce référentiel à un paradigme que moi j'appelle libre-arbitriste, qu'on peut appeler moderne, libéral, et méritocratique, et dont la forme économique ensuite est le capitalisme, avec le développement technique et technologique qui ont été associés, et qui est donc un cadre légal où on doit respecter la liberté de chacun à libre entreprendre et à librement pouvoir voilà, faire usage de son libre arbitre pour faire des choix. Et donc chacun mérite la vie qui lui arrive, mérite d'être pauvre, mérite d'être riche. Les pauvres n'ont qu'à faire les bons efforts pour devenir riches. Les riches méritent leur richesse, donc les autres ont à respecter l'organisation des rapports de domination qui placent les riches au-dessus des autres, et qui autorise légalement même, par exemple, l'exploitation de la force de travail des humains, et que ce soit normal donc d'être payé 20 fois plus que les autres, puisque sinon ce serait fausser jusqu'à notre constitution. Je l'ai plus en tête par cœur, mais les premiers articles de notre constitution, c'est vraiment cette histoire de liberté individuelle. Pas au sens de respecter, de ne pas interdire aux gens d'être qui ils sont, mais vraiment de garantir la libre expression de notre liberté d'être ce que nous sommes, de notre libre arbitre. Et donc moi, je contexte la réalité de ces prémices. On pourra peut-être en parler, qui viennent notamment de notre perception phénoménale, au sens phénoménologique, notre perception subjective, qui fait que oui, là, moi, comme n'importe quel être humain, j'ai l'intuition, là, la sensation que c'est bien moi, là, qui décide mes gestes, mes comportements et mes pensées. Mais tout simplement parce que ce cerveau que je suis peut prendre conscience de ces décisions à mesure qu'elles existent déjà,
et que ce cerveau que je suis ne peut par définition pas avoir conscience de tout ce qui précède à la prise de conscience elle-même. Donc, et ça c'est plus Spinoza qui parlait de ça, on est comme ces pierres qui, euh, prenant conscience d'elles-mêmes au moment où elles sont déjà en vol, jetées par une main qui les a lancées dans le ciel, on a cette illusion donc d'être libre, de nous autodéterminer et de nous extraire à toute chaîne de causalité, et que grâce à notre conscience, on est capable de s'extraire des chaînes de causalité. Voilà. Conteste ça pour des raisons logiques et neuroscientifiques, et j'explore les conséquences. Voilà, j'en disais un petit peu volé, mais j'en explore les conséquences notamment politiques, en termes de renversement de paradigme politique, en termes de justice, évidemment, puisqu'une des bases de notre justice, c'est cette croyance que tu es responsable si tu as un libre arbitre. Donc, s'il n'y a pas de libre arbitre, alors tu n'es pas responsable, alors plus personne va en prison, alors c'est le chaos, ce qui est juste une croyance culturelle déterminée. Les conséquences aussi en termes de soins, pour moi, par exemple, il y a d'autres endroits où je peux parler de ça. Ça change le rapport aux soins, et moi, à mes patients, et notamment addicts ou déprimés, que d'en appeler à leur libre volonté de changer, ou bien de savoir qu'il faut une prise en charge biopsychosociale. Euh, les conséquences en termes écologiques aussi, ça change totalement notre rapport au réel, d'imaginer qu'on est au-dessus de la nature et qu'on est des êtres suprêmes mieux que tous les autres, ou de savoir qu'on est juste de l'agitation de matière déterminée comme n'importe quel autre animal, insecte, bactérie, végétal, eau qui coule, pierre qui roule. Et puis les conséquences aussi, on peut aller jusqu'à spirituel, alors pas au sens d'avoir un esprit qui plane au-dessus de la matière, mais au sens d'avoir des pratiques collectives, communes, ritualisées autour d'une esthétique de ce qui nous dépasse et de ce qui nous relie, je sais pas, intergalactiquement, quoi, ce grand tout que des gens appellent Dieu, mais je travaillais plutôt sur ça là, ces derniers jours. Je pense aujourd'hui tranquillement que Dieu est une intuition, est une représentation anthropomorphe, libre arbitriste de cette détermination intégrale, quoi. Que tout ce qui est parce que c'est causé par quelque chose, et, euh, et que nous, on ne fait pas exception à la règle. Voilà ma longue introduction, que je n'avais pas prévu d'être aussi longue, pardon. Mais ça... Mais ça tombe bien parce que ça te dérange si je te demande de définir le libre arbitre de sorte à ce qu'on sache qu'est-ce Ouais, qui n'existe pas? c'est ce que j'oublie parfois de faire un peu dans mes trucs. De la rigueur philosophique un peu et conceptuelle, je crois qu'on peut s'accorder, et vous me direz si on peut s'accorder là-dessus. Libre arbitre, c'est donc cette croyance que nous sommes capables d'agir sans cause antérieure à notre décision, ou en tout cas qu'on est doté de facultés de nous extraire de chaînes de causalité pour être nous-mêmes nos propres. Euh, c'est le concept d'autodétermination, quoi, pour être libre de toute contrainte, libre de pouvoir décider. Et c'est ça où, notamment avec Albert Moukeber, on a du mal à s'entendre un moment, c'est que on est totalement d'accord sur le fait que nous sommes des arbitres, que ces organismes biologiques que nous sommes là sont des arbitres. Notre cerveau a son organisation architecturale aboutit de fait à de l'arbitrage, mais cet arbitrage n'est pas libre. C'est pour ça que je C'est conteste l'usage de ce terme. arbitrage, c'est par ailleurs dans tes vidéos, tu parles de la faculté du cerveau à prendre des décisions, le système décisionnel Ouais, du c'est cerveau. ça. Traitement de l'information, tu as de l'input, et de fait, Très bien. l'architecture aboutit à un output. Voilà. C'est noté. Traitement de l'information, quoi. Ouais. Ensuite, déterminisme, je peux potentiellement citer la vidéo où tu dis c'est le fait que tout a une cause. Et alors ça, voilà, par exemple, le docteur en philosophie avec qui j'avais parlé, il m'a dit que lui, il préfère le terme de nécessitarisme, parce que ça enlève l'ambiguïté du déterminisme au sens laplacien de tout est déterminé, et donc, ah bah non, comme il y a du hasard fondamental maintenant, et que dans la physique quantique, c'est prouvé que il y a des trucs qui sont causés par rien, ah, c'est la preuve que le déterminisme est faux. Voilà, on peut peut-être s'accorder aujourd'hui sur le fait qu'on va pas parler de physique quantique, mais bien de ce que les humains vivent, et quand bien même les règles de la physique quantique existent, c'est bien des règles déterminantes parmi d'autres.
et il y a aucun humain qui est capable librement de déterminer de l'indétermination, quoi. Donc rien à foutre dans le débat de l'indétermination quantique, on peut le dire tout de suite, Je suis parce que c'est un complètement peu la d'accord. la On peut martingale, mettre, on peut, on ouais. peut le mettre ça complètement de côté. Alors, par contre, ça va poser un problème avec nécessitarianisme. Et d'ailleurs, la nécessité, toi, dans les vidéos que j'ai vues, tu as une relation un peu spéciale avec la nécessité. T'aimes pas utiliser ce terme, Ouais, tu te... non, j'avais lu voilà, je veux dire pour n'être seulement que psychiatre et du coup, je pense qu'une capacité que j'ai, c'est une capacité de curiosité suffisamment générale pour croiser et de la science biologique de là d'où je viens en tant que médecin et des sciences dites sociales, bien que moi maintenant je remette en question cette distinction sociale et biologique, le social étant de l'expression de notre biologie. C'est de la résultante, c'est de l'émergence depuis nos interactions entre organismes biologiques et c'est pas un truc qui plane au-dessus de la matière. Euh, Ok, mais donc, j'avais lu le livre de Meyasu, donc dans ce cadre-là, j'étais arrivé sur le livre de Meyasu, puis en le lisant, je m'étais rendu compte que c'était un truc ultra pointu, en fait, de niche, de machin, que probablement il y en a parmi vous qui connaissent parce qu'à la fac je pense, sur cette problématique, on parle de Meyasu, mais sincèrement, qui connaît Meyasu? Et dedans, il y a voilà, c'est des prémices qui s'auto-définissent, qui s'auto-référentialisent, qui font qu'on peut faire un raisonnement. Mais je trouve que le truc tenait pas suffisamment la route pour avoir quoi que ce soit à faire dans la vie de tous les jours de Meiyasu, quoi. Peut-être pardon pour les Meiyasusiens, s'il y en a, je sais pas. bah, C'est lui, il me semble, qui utilise ce truc de nécessité, là, dernièrement, chez les contemporains, quoi. Toi aussi, peut-être? le problème, c'est que nécessité, c'est un concept clair et bien défini en philosophie, et que Ok. ça peut être important dans la question du déterminisme. Mais là, en fait, comme tu dé... Peut-être faut que tu me le dises alors, parce que je connais pas assez Bah, en fait, ça. il y a de très nombreuses définitions du libre arbitre. Il y a au moins 5 grandes définitions du libre arbitre en philosophie, et il y en a une qui soutient le libre arbitre comme la possibilité de faire autrement. Donc ça, c'est une notion modale, et donc la notion de nécessité ou de contingence ou de possibilité devient pertinent vis-à-vis de cette définition-là. Mais là, toi, tu définis le libre arbitre comme presque une enfreinte au déterminisme. C'est-à-dire, c'est une chaîne causale qui commence avec une décision, ou qui commence avec un choix, ou avec une volonté, ou avec un espèce d'acte posé par une personne. C'est ce que tu as décrit, une croyance, tous incapables d'agir sans cause antérieure. Donc là, toi, tu traites pas la question de savoir si on peut faire autrement ou pas. Donc potentiellement, on n'a pas Bah, besoin du tout de traiter. autrement que quoi, tu vois? De Bah, fait, parce il se que passe ce qui se passe et là où je conteste simplement, c'est quand les gens disent: «Ah, bah, donc du coup, tu penses que tout est écrit depuis le Big Bang?» Bah, non, précisément pour des raisons physiques et de ce qu'on connaît aujourd'hui de comment fonctionne la physique. non, Heu, mais si c'est même ouais. pas une question de physique quantique, c'est une question purement philosophique sur la modalité. Et ça peut être important, c'était pas l'un des points principaux que je voulais aborder, mais bref, on peut commencer là-dessus. Ça peut être important parce que c'est un point qui est soulevé par les marxistes auxquels tu réponds dans ta vidéo, et pour moi, tu es complètement passé à côté de ce point, parce que il y a un moment Mmh. où il cite quelqu'un qui fait une interprétation de Marx, c'est Padu Mmh. qui cite ça. Moi, je les connais pas. Padu, c'est celui qui est en bas, là, celui qui est médecin, et l'autre, il s'appelle Chris, je crois. Voilà, je sais pas, Ouais, bref. c'est ça, Ok, de position revue. voilà, bon. Donc Padu, il cite un auteur qui parle de Marx, et il dit, nous sommes confrontés à une nécessité et une contingence, et il faut pas justement tomber dans l'erreur de penser que notre décision est nécessaire dans le sens où nécessaire dans le sens philosophique. Mais donc je vais juste rentrer dans les détails très rapidement. Si tu considères que toute chose a une cause et que toute chose s'inscrit dans une chaîne causale, euh, que la chaîne causale est un début ou qu'elle soit infinie. Ça, à la rigueur, ça change rien. Dans la mesure où tu considères que les causes qui déterminent l'effet qui nous intéresse possèdent eux-mêmes une modalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes être différents, c'est-à-dire que je peux considérer que tout mon comportement, tous les mots qui sortent de ma bouche sont complètement déterminés entièrement par des causes antérieures. Néanmoins, si tu me poses la question, mais est-ce que ces causes antérieures qui ont déterminé ton comportement auraient pu être différentes? Je vais dire, bah oui, parce que toute l'histoire du monde aurait pu être différente. Et donc là, Mmh. il n'y a plus du tout de nécessité. C'est-à-dire que je peux envisager le déterminisme est complètement décorrélé de la question de la nécessité. Puisque pour aller du déterminisme vers D'accord. la nécessité, il faut spécifier que le passé est nécessaire. Mais moi, enfin,
ça dépend, les philosophes sont pas d'accord. Par ailleurs, c'est quelque chose que tu trouves, enfin, dont tu voulais pas de background philosophique et tout. Donc, quelqu'un peut penser que le passé est nécessaire. C'est à un moment, Padoue, il le dit dans la vidéo. Il dit, mais si on se retourne vers le passé, il dit a posteriori, on peut penser que c'est nécessaire parce que c'est passé et qu'on peut plus le changer quelque part. Mais ça, c'est pas la bonne question qu'il faut se poser. La bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça aurait pu être différent? Et à ce moment-là, tu dis oui. Bah, dans le cas où ça aurait pu être différent, bah, mon comportement a été déterminé de façon différente, et donc j'aurais pu faire différemment. Et donc la question de la Mmh. nécessité, en fait, on peut l'évacuer gentiment en disant mais c'est pas ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, vu la définition que tu as donnée du libre arbitre, c'est pas ça qui nous intéresse en fait là. Bah, ouais, donc c'est peut-être même en fait, ce que tu dis là, pour moi, est d'une telle évidence et je vois même pas où il y a le débat, donc mais parce que je suis pas, au fait des débats, là-dessus, chez les philosophes. Je suis passé à côté parce que je vois même pas ce qu'il y a à débattre de ça, quoi. Ok, bah, très bien. Bah, donc, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc, je vais rester sur la définition du déterminisme de tout a une cause. Si on a besoin de préciser d'autres choses, et on écarte les questions En fait, de physique quantique. tout a une cause, tout est régi par des lois, la physique quantique étant aussi régie par des lois, l'indétermination quantique étant une loi parmi d'autres, et la liberté ne fait pas partie des causes, quoi. Ouais, bon, La ça, liberté de pouvoir, la liberté de pouvoir causer une cause qui serait elle-même non causée par rien et donc ok, qui serait cause des ok. autres, voilà, Donc, sauf à supposer Dieu et sauf à supposer qu'on soit nous-mêmes en chacun de nous, mais juste les humains, quoi, personne d'autre dans l'univers, des mini-dieux, quoi. oui, c'est ce que certains défendent. Mais donc, la Bah ouais. dernière définition qui était importante, Ça c'était alors. la dernière définition qui était importante, c'était compatibilisme. Donc j'imagine que Ouais. compatibilisme, c'est quelqu'un qui dit que le déterminisme tel qu'on vient de le définir est compatible avec le libre arbitre tel qu'on vient de le définir. Ouais, c'est quelqu'un qui dit tout est déterminé, mais nous, on est capable d'être libre. Grâce à notre conscience, ou bien pour Albert, marge de manœuvre redéfinie sous l'angle de l'agentivité. Ou bien, voilà, c'est ce truc-là. C'est tout est déterminé, mais on est libre. Ou mais il y a une marge de manœuvre. Alors, donc là, pour moi, on a un argument, un syllogisme super simple en disant, tu as un premier qui dit le libre arbitre, c'est le fait de pouvoir être cause première. Une deuxième prémisse qui serait le déterminisme, c'est il n'y a rien qui soit cause première, puisque toute chose est déterminée par des causes antérieures. Et donc, en fait, tu définis le compatibilisme comme euh, il est possible que le déterminisme soit vrai et que le libéralisme soit vrai. Et là, j'ai une contradiction. Pour moi, le compatibilisme. Alors, le problème, c'est que comme j'ai une contradiction, je peux rejeter l'une des trois définitions. C'est-à-dire que soit je peux redéfinir le libre arbitre, c'est ce qu'on verra parce que c'est souvent ce qui est fait en fait. Parce Je peux que c'est ce qui maintenant est fait. C'est l'entourloupe qui est Non, mais utilisé dernièrement, c'est tu, de redéfinir le machin et de faire rentrer des ronds dans des carrés et tu, dire ah tu tu, vois donc maintenant c'est bon. tu m'as demandé de pas Mais trop faire de name dropping de philosophie et tout, ah pardon. mais Ah non, mais je sais, moi je sais plus l'histoire ce du qu'on libre s'est dit. arbitre, Je suis ouais. l'histoire du libre arbitre, ça a 24 siècles, hein, plus. Donc, Hmm. c'est les différentes définitions qui sont, elles sont, les stoïciens ne définissent pas le libre arbitre de la même façon que Platon, que la même façon que Aristote, etc., que les scolastiques. Donc, c'est pas une redéfinition qui est faite, c'est une définition qui était présente dans l'histoire de la philosophie depuis des siècles. Donc, c'est juste que les Ah gens je sont pas sais pas, non, forcément. ouais ils sont pas au fait de ça. Je veux dire les mecs, moi que j'entends dire viens on va dire qu'en fait le libre arbitre c'est ça, donc le libre arbitre est ok, donc on a l'impression donc qu'on peut dire A et non A et que c'est ok. Si cette personne-là se référence explicitement à un auteur, ok, dans ces cas-là, on peut aller regarder. Mais d'ailleurs, à nouveau, je le dis, j'en ai rien à faire que ce soit Aristote qui l'ait dit. Si c'est incohérent, c'est incohérent. Si c'est surnaturel, c'est surnaturel. Mais de aucun des neuroscientifiques ou des personnes du quotidien ou des philosophes que j'ai entendu faire cette contorsion sémantique pour mieux conserver son paradigme en fait culturel et politique. J'en ai vu aucun citer Aristote ou d'autres définitions d'avant. C'est à chaque fois des définitions qui m'avaient l'air des redéfinitions qui m'avaient l'air contemporaines, notamment à l'aune des neurosciences, quoi. C'est-à-dire à l'aune des neurosciences, notamment quand par exemple Stanislas Dehaene, qui est un grand neuroscientifique passionnant, qui fait des conférences au Collège de France sur la conscience notamment, qui sont en accès libre et qui est vraiment passionnant, qui est l'auteur
théorie de l'espace de travail neuronal global dont on parle avec Albert dans la vidéo et qui est moi la théorie actuelle de la conscience à laquelle j'adhère et que j'utilise, que donc un grand monsieur dit dans un entretien avec Étienne Klein, ça, il dit à partir du moment où, enfin, le libre arbitre, c'est le fait d'être capable d'analyser une situation et de, entre plusieurs hypothèses, décider d'une hypothèse, enfin, décider de prendre une décision plutôt qu'une autre. Donc, le libre arbitre existe. Non. En fait, tu vois, c'est à nouveau pour la rigueur de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça dépend de comment est prise cette décision. Si cette décision est prise grâce à l'hypothèse d'une liberté existant seulement chez les humains, non, ça ne tient pas ce que tu viens de dire. Et puis c'est un deuxième volet qui me tient à cœur, c'est que quand bien même on se remettrait d'accord tous là pour dire, pour donner une autre définition au libre arbitre, qui serait en fait un arbitre non libre, mais venez, on se met tous d'accord à utiliser ce terme-là. Mais en fait, ça conserve les représentations culturelles qui sont associées à ce terme-là et qui ont des conséquences, Oui, j'ai envie mais de dire maintenant, dramatiques. Et donc, du coup, entre faire au forceps, se démerder pour redéfinir un truc et se dire ah non, mais en fait, on se met d'accord pour dire que libre, c'est pas vraiment libre, mais venez, on continue à dire libre, ou dire non, mais venez, on utilise un autre terme où il n'y a pas le mot libre dedans. Étant donné les conséquences culturelles que ça a, pour moi, il n'y a pas débat, quoi. C'est de la contorsion sémantique pour mieux conserver le paradigme culturel qui leur convient, qui est un paradigme culturel bourgeois, libéral, capitaliste, méritocratique, dans lequel ils se sentent bien. bon, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que ça a commencé il y a pas mal de temps et on n'a pas abordé encore le Ah, premier ok, point. pardon. Donc tu dis, ça c'est des citations qui viennent de cette vidéo-là en particulier quand tu fais ta réponse au marxiste. Tu dis, eh bien dans ce cas-là, décide de ne plus être alcoolique. Tu dis aussi, personne là dedans ne décide librement de ce qu'il est. Par ailleurs, et ça c'est là où naît la potentielle contradiction, tu dis, j'ai fait 10 ans d'études pour augmenter ma capacité de modification du fonctionnement neurologique et psychiatrique des humains. Alors, pourquoi est-ce que je considère qu'il y a une éventuelle contradiction? Parce que tu considères bien que toi, en tant que médecin, tu as un patient. Et face à toi, donc, tu as un corps. En particulier, tu as un cerveau, un système cognitif. Et dans les vidéos que tu fais sur ta série de Le libre arbitre n'existe pas, tu expliques comment le cerveau peut prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qu'on pourrait appeler prise de décision, où tu as des neurones, des potentiels d'action qui viennent, qui sont en compétition les uns avec les autres, etc. Toi, en tant que médecin, en tant que psychiatre, on est d'accord que tu peux exercer une forme de contrôle sur ça, puisque potentiellement tu peux donner des psychotropes, des molécules qui vont venir interagir directement avec le fonctionnement cognitif de ton patient, de sorte à ce que son comportement change, de sorte à ce qu'il ne prenne pas les décisions qu'il allait prendre s'il n'avait pas pris cette pilule ou cette substance, etc. Donc tu as une forme de contrôle dans le sens, là je parle d'un contrôle déterministe, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans la chaîne causale qui détermine et qui explique pourquoi ton patient a ce comportement-là plutôt qu'un autre. Ouais. Non, ça va être plus par la psychothérapie et l'influence de ce qu'est l'autre par la parole. Les médicaments, ça a plus une influence sur le beaucoup plus large biologique globalement, c'est-à-dire accélérer, ralentir, diminuer la désorganisation. Mais avec des médicaments, on peut pas Ok, bah je parle d'un travailler. médicament Voilà. hypothétique, ok, un Ouais, truc ouais. beaucoup plus Voilà. précis. Donc, mais sinon, c'est bien ça. C'est exactement ça. Évidemment, on influence un fonctionnement déterminé et on est nous-mêmes un déterminant là, dans la chaîne. Ok. Et Dans la donc, chaîne en causale. particulier, bon là c'est un petit truc, histoire de dire, mais en particulier, tu peux être amené dans le cadre d'un protocole expérimental où ta relation avec le patient est un peu opaque, c'est-à-dire que tu sais pas si, enfin t'es en double aveugle par exemple, etc. Tu sais pas si tu lui donnes un placebo, tu sais pas si le patient est diagnostiqué de la chose pour laquelle tu es en train de le traiter ou pas, etc. Potentiellement, un patient, ça peut être un code sur une feuille de papier aussi. Bon, pour un Ok. psychiatre, ça peut être un peu difficile. Bon, donc, ce patient, on est d'accord que ça peut être toi. Mhm. Ok. Donc, tu peux rentrer dans la chaîne causale qui va déterminer ton comportement. De la sorte. En t'administrant toi-même Hmm, une substance, par exemple. ouais, mais la prise de décision ou pas de m'administrer cette substance est déterminée.
Oui. Et quoi? Oui, oui, mais là, Quand tu manges un truc plutôt qu'un autre, tu influences ton corps, tu te rends malade ou tu te rends pas malade. Mais ça n'empêche pas que t'es pas libre et là, d'avoir choisi et je c'est ce parle que pas de justement seulement se rendre malade, parce que potentiellement, c'est pas la chose qui nous intéresse. Là, je parle du système décisionnel. Le système décisionnel, tu peux l'impacter, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans la chaîne causale de ton système décisionnel. Là, maintenant, moi, mon système décisionnel, je peux l'avoir impacté par des actions que j'ai faites dans le passé. Oui. Ok. Bah, Donc, ton système décisionnel à l'instant T est l'expression de ta câblerie neuronale qui est une résultante de toute tout un l'histoire de la tas, matière qui est exactement. arrivée à cet organisme que tu es. Exactement. Ouais. Donc, quand tu dis, je reprends, tu dis, euh, décide, eh bien, dans ce cas-là, décide de ne plus être alcoolique. Donc, si je reprends un petit peu mon Ça, c'était ironiquement que je l'avais cité. bah non, tu Ça, considères que c'est impossible de décider de ne plus être alcoolique. oui, je considère même pas, c'est que par définition, quand tu es dépendant, tu ne peux pas décider d'arrêter de l'être. Et par contre, c'est une notion qui est importante que pour l'instant j'ai peu développée dans mes vidéos, c'est que par contre, évidemment, que tu peux en appeler à la motivation, qui ça est un module cognitif qui est au sein des cerveaux. C'est-à-dire que quand on fait un entretien motivationnel en addictologie, typiquement, on vient utiliser des mécaniques que l'on a pu, année après année, identifier comme étant motivantes pour les organismes humains. Tu vois, donc ça, on dépasse du pavlovien parce qu'on est sur des organismes bien plus complexes avec des systèmes beaucoup plus complexes, mais c'est du même ordre, c'est d'insister de faire prendre conscience au système qui est en face de nous des conséquences négatives de son comportement, des conséquences positives s'il arrêtait son comportement, et du coup tout ça, ça n'est que de l'augmentation de la probabilité que l'état de la câblerie de la personne soit modifié suffisamment pour qu'après il y ait des boucles de réenforcement positifs qui maintiennent cette modification dans le temps. Et moi-même, psychiatre qui fait ça, je ne décide pas librement d'être en train de faire ce que je fais plutôt que d'autres choses. Je Mais suis la résultante, même là, quand je suis en train de te parler, du fait que tu m'as appelé, que parce que tu avais vu une vidéo, que j'ai faite parce que je suis ça, parce que je suis ça, parce que je suis ça, parce que oui, mais l'éternité. attention, là, la citation que j'ai faite, c'est Je vois pas l'incohérence pour l'instant la citation que je viens de donner, c'est pas dans ce cas décide librement de ne plus être alcoolique, c'est dans ce cas décide de ne plus être alcoolique. Donc dans la mesure, là si tu le veux bien, je vais m'éloigner un petit peu de la science et du caractère scientifique, de rentrer un peu plus dans la philosophie. Imagine une substance hypothétique. Potentiellement, on peut même imaginer des nanomachines qui viennent, quand tu les injectes dans ton patient, et elles vont directement sur les synapses. Là, on parle de l'alcoolisme. Donc, je ne sais pas comment fonctionne exactement l'addiction à l'alcool, mais je sais que pour la nicotine, c'est des récepteurs qui sont sur certaines synapses d'un certain système du cerveau. Et c'est parce qu'il y a une recrudescence de ces récepteurs qui fait que quand tu n'as pas la nicotine qui sont des agonistes ou des antagonistes du récepteur, tu n'as plus, etc. Ok. Donc imagine que je te envoie des nanomachines. On parle de la nicotine. Je te mets des nanomachines, elles sont capables de passer la barrière, rentrer dans le cerveau, aller directement sur les synapses et les neurones qui nous intéressent pour l'addiction à la nicotine, et qui viennent supprimer, détruire ou modifier l'expression génique des neurones, de sorte à ce qu'il n'y ait plus autant de récepteurs. Donc ça vient résoudre de fait l'addiction à la nicotine. Génial, Espérons on qu'un attend jour ça ça. puisse Exactement, exister. Ouais. exactement. Là, moi, je considère que, donc pas de name dropping, mais je considère que quelqu'un qui est Tu veux, addict, hein. Name dropping si ça- tu veux. Je te dirais quand c'est trop, mais si tu veux, vas-y. ok, bah, donc il y a un philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelle Harry Frankfurt, qui parle Le de la, fameux, ouais, t'en as entendu parler, ouais. le fameux. Ok, ouais. Ouais, ouais. Donc il parle des volontés de premier ordre, de volontés de second ordre, de troisième ordre, etc. Enfin bon, après c'est moi qui les rajoute, lui il parle surtout de premier et second ordre. Et donc, il dit, la volonté de second ordre, c'est tout simplement une volonté qui s'applique sur une volonté. Donc, il dit, je peux vouloir ne plus vouloir fumer. Donc, vouloir ne Mhm. plus vouloir fumer, c'est une volonté de second ordre. Dans la mesure où tu considères qu'il est effectivement possible d'avoir ce type de volonté, ça veut dire que quelqu'un qui est addict à la nicotine peut vouloir prendre cette substance, enfin ces nanomachines géniales qui vont résoudre son addiction. Donc moi, je Ouais. considère à ce moment-là qu'on va avoir un état temporel à un moment où notre patient il est addict à la nicotine,
un état subséquent où il n'est plus addict à la nicotine. Et pour expliquer ce qui a déterminé, la chaîne causale qui détermine cet état où il est plus addict, ben, il va bien falloir que je fasse jouer une volonté ou une décision qui est prise par le même patient à un moment antécédent dans le temps. Ouais. Donc là, moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas appeler ça de l'autodétermination. Parce que c'est juste dire que dans les causes qui me déterminent, il y a moi-même dans le passé. Ou quelque chose, moi-même, mon cerveau, mon système décisionnel Alors a joué un c'est rôle. c'est une bonne question et c'est là où on rentre dans l'ambiguïté du terme auto. Je discutais là avant-hier avec Benoît Aymonier qui est coach et qui me disait qu'est-ce que tu penses de l'expression autodécision réflexive? Je sais plus. Mais c'était intéressant, ça fonctionnait bien comme autre manière d'appeler l'agentivité. En fait, le terme auto sous-entend un peu trop, à nouveau en référentiel à l'état de la culture contemporaine et donc de l'état de nos neurones dans lesquels ce mot-là vient résonner. Quand on dit auto, ça sous-entend que c'est du vase clos et qu'il y a une décision initiale qui date de là. Mais sauf que si c'était une décision initiale qui date de là, est-ce que tu crois pas qu'évidemment tous les addicts du monde, ils décideraient d'arrêter d'être addicts? Mais enfin, je veux dire, est-ce que tu crois pas que tous les pauvres du monde, ils décideraient librement, alors librement ou pas, mais ils décideraient pas d'être riches? Mais enfin. Donc en fait, c'est le terme auto, c'est que oui, il y a des trucs c'est-à-dire, il y a des trucs parfois qui se passent que en vase clos. On va imaginer des situations contrôle où ça se passe que en vase clos et entre un état A et un état B, il n'y a pas d'intervention de l'environnement. Très probable, bah, évidemment. Je veux dire, il y a des trucs qui sont simplement, qui fonctionnent simplement en interne, mais c'est de la mécanique déterminée qui se déroule bien malgré soi. Il n'y a pas de jeu en dehors de ça, qui puisse venir décider qu'entre A et B, qui puisse venir décider qu'on va aller de A à B. Le passage de A à B se fait de fait. La volonté se fait ou pas de fait. La décision se prend de pas ou fait pour des raisons qui, par définition, nous échappent puisqu'elles sont non conscientes. Voilà, donc c'est simplement sur le mot auto. Si on s'entend pour dire que le mot auto, c'est juste dire que des fois, il y a des trucs qui vont de A à B sans être influencés par l'environnement, oui. Si c'est auto au sens où on peut d'un coup, entre A et B, s'extraire de là et débuter à C, non, c'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas. De A à B, débuter Sinon, à C. d'ailleurs, non, mais tu vois, si sur une chaîne entre A et B, il y avait une possibilité de sortir de ça et de partir d'ailleurs, en soi, auto, moi, là, simplement, je décide. euh, mais Non mais attends, parce que ça tient pas. Et cette fois, dans ça me fait auto, réutiliser les termes de moi, je, et ça remet ce dualisme comme s'il y avait une tour de contrôle, moi, je, et ce cerveau que je suis. Il n'y a pas moi, je et mon cerveau. Je suis là, ce cerveau qui est en train de vous parler. mais je peux Les reformuler yeux la que chose. j'ai sont l'extension de mon cerveau. C'est ce cerveau qui est en train de parler. Je suis ce cerveau qui te parle. Il n'y a pas J'essayais de tour de de, contrôle en dehors qui contrôle le reste. j'essayais de court-circuiter en fait cette réponse-là en te parlant de l'étude du protocole en double aveugle dans lequel tu t'administres toi-même un truc sans même le savoir. C'est-à-dire que potentiellement, il y a toute la question de l'identité. C'est-à-dire comment est-ce que tu identifies une personne. Il y a aussi Mhm. toutes les questions en philosophie de comment est-ce qu'une identité perdure dans le temps. Pourquoi est-ce que tu Mhm. identifies la même personne entre quand elle a 2 ans, quand elle a 10 ans, quand elle a 15 ans, quand elle a 20 ans, quand elle a 40 ans, tu dis c'est la même personne et tu lui donnes la même identité, etc. Potentiellement, je voulais pas traiter ces questions-là, mais plusieurs choses. Super intéressant ça. Oui, mais ça, c'est de la philo. Je suis pas certain que la science. Enfin. Ah non, à fond, t'as une vidéo Alors, super, attends, je l'ai attends. vue il y a 3 jours par hasard de Moukébert là-dessus, mais pardon, on ouvre pas 15 Pour moi, fenêtres. la science. Attends, donc je vais revenir sur ce que j'avais noté. Euh, une petite détail, parce que du coup, moi, je me suis pas présenté plus que ça. Enfin, je m'étais présenté à toi dans le petit dialogue, petit échange qu'on avait eu par mail, mais pas là. Après, les gens me connaissent hein, sur ce serveur généralement. Euh, Moi, je suis actif. L'une des raisons pour lesquelles je suis actif sur les réseaux et en ligne, c'est pour essayer de créer des ponts, c'est-à-dire faire en sorte que les gens continuent de pouvoir se communiquer et de comprendre ce qu'ils se disent, comprendre où est leur désaccord, sans que ça ait besoin de créer des tensions ou de se batailler, etc. Hmm. Et donc là, dans la discussion que j'ai avec toi, moi dans ma tête, j'ai toujours cette idée de potentiellement créer un pont entre toi et les marxistes.
c'est peut-être Ah pas, d'accord, c'est OK, peut-être mais pas une c'est vachement bien finalité. d'expliciter Ouais, c'est vachement bien d'expliciter ça et ça me permet aussi de comprendre pourquoi tu restes si calme quand même tu débats avec des types qui parlent franchement mal et qui mériteraient franchement juste qu'on éteigne le OK, je comprends mieux, d'accord. ouais. Euh, donc là, j'ai l'impression que la critique que tu fais, c'est une critique plus politique. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as annoncé dès le début. Hein. C'est une critique politique, potentiellement éthique, morale, de un concept et des impacts qu'il a sur la société et sur un certain nombre de Là, lieux communs. quand on parlait de médecine à l'instant, je crois pas. Si tu veux revenir à ce que je Non, disais, sur sur les conséquences l'autodétermination. culturelles de l'usage du mot. Là, sur Ouais. l'autodétermination. Parce que moi, quand je vois autodétermination, c'est un mot qui est créé, je suis un peu basiquement, c'est un mot qui est créé de deux mots, autodétermination. Donc pour moi, l'autodétermination, elle va jamais à l'encontre du déterminisme, parce que c'est une autre forme de détermination, c'est une détermination réflexive, puisque c'est moi pour moi, c'est A qui se détermine. Mais là, quand je dis je me détermine, je ne suis pas en train d'enfreindre une loi du déterminisme. C'est juste que dans les chaînes Si, causales c'est quoi «je»? Alors, ok. Donc, toi, dans ton activité de psychiatre, quand tu es face à des patients, ces patients, tu l'identifies, tu lui donnes une identité. Ce qui t'intéresse Ouais. potentiellement dans ce patient, ça va pas être son bras, ça va pas être sa main, puisque toi, tu es un psychiatre, ça va être son cerveau, son système cognitif, son système nerveux, un peu plus généralement. Globalement, tout le corps de cet organisme qu'il est, incarné dans le Oui. tissu social qu'il est, dans l'environnement qu'il est. Tout ça, tout l'humain en général. Oui, bah, ok. Bah à ce moment-là, oui, très bien. Mais je trouve ça. D'ailleurs, là, ça serait un autre débat sur la médecine. C'est bien que le médecin, selon moi, enfin moi je trouve que c'est bien que le médecin considère son patient comme effectivement ce système intégré et qu'il envisage toutes les chaînes causales qui peuvent déterminer son malaise ou son En mal-être. psychiatrie, tu peux pas faire autrement. Tu peux Ok. pas faire autrement en psychiatrie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ton activité de psychiatre, tu vas Mmh. découper, tu vas faire un découpage du monde. Tu vas découper, qu'est-ce qui, en particulier pour essayer d'investiguer la chaîne causale, les déterminants causaux, les facteurs explicatifs du mal-être du patient. Toi, en tant que thérapeute, il va falloir que tu fasses une analyse conceptuelle, une analyse pour trouver une espèce d'explication causale, pour pouvoir venir intervenir sur cette explication causale, de sorte à avoir l'effet qui t'intéresse et de soigner ton patient. Ok, donc finalement, on va y aller, puisque j'ai dit que c'était pas forcément ça qui m'intéressait. Donc, pour moi, si tu regardes ce qu'explique Stanislas Dehaene et Josh Tenenbaum au MIT, etc., la théorie qui est en vogue vis-à-vis de cette capacité à découper, à identifier les choses, c'est la même théorie qui est utilisée pour les réseaux de neurones. C'est deep learning, Ouais. c'est-à-dire que ce sont des réseaux de neurones qui sont récompensés ou pénalisés s'ils ne réagissent pas ou ils n'envoient pas le bon signal et qui sont entraînés en fait. Et pour les êtres humains, c'est dans l'éducation, quand tu apprends le langage, quand tu apprends et même dans ta vie quotidienne, en fait, à chaque fois que tu es mis face à un échec ou à chaque fois que tu as une surprise, ça veut dire que tu n'avais pas le bon concept. Donc tu as une espèce de mise à jour de ton concept de sorte à ce que tu fasses les bonnes prédictions au jour le jour. Et pour le langage, ça fonctionne avec la sémantique du langage, etc. Donc quand je dis je, pour moi, et d'ailleurs il me semble que dans les vidéos, c'est un petit peu sur ça que tu arrivé, donc je pense pas que ça va créer une tension entre nous, ou que tu vas être d'accord. Tu expliquais bien que le jeu, c'était une construction du cerveau, c'est une construction mentale. C'est-à-dire que moi, je vais considérer que si on ouvre ma boîte crânienne, on va pouvoir identifier ou isoler un certain nombre de neurones, quelques milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions, je sais pas, qui encodent quelque part ou qui instancient le concept du soi. C'est-à-dire que la chose que j'identifie quand je regarde dans le miroir, ou quand je regarde une photo de moi, que ce soit dans le passé, ou une photo future, ou un dessin, ou je sais pas quoi, ou dans les exemples que tu donnes dans tes vidéos, ou que tu as donné tout à l'heure, ou si tu mets une caméra sur la tête de quelqu'un et que tu lui filmes, enfin tu lui donnes le feed de une caméra qui est dans son dos et que tu commences à lui gratter le dos, etc. Bon, ça va interagir avec ce concept-là. Alors c'est peut-être pas exactement le même, puisque tu peux avoir le soi en tant que catégorie linguistique ou catégorie sémantique, Ouais, c'est vraiment, ça. le soi en Mais tant si on prend juste le qu'intégration schéma des... corporel, Oui. Mais donc, ok, il y aurait tout un tas de détails, et d'ailleurs c'est des travaux qui sont faits en philosophie, et dans les sciences, il y aura tout un tas de détails à faire vis-à-vis de quelle version, quelle partie du soi, parce que dans ta vidéo numéro 4, je crois, de ta série, tu dis, pour qu'il y ait un sentiment du soi, il faut qu'il y ait 4 trucs, et tu dis embodiment, agency, enfin tu donnes des exemples, etc. Je suppose, moi, qu'il va y avoir des corrélats neuronaux de toutes ces versions-là. bien sûr. Ok, très bien.
Donc, je reviens, quand tu dis je décide de ne plus être alcoolique. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeu? Bah, ça va être un certain nombre de neurones dans mon cerveau. C'est ça, jeu. Qu'est-ce qui me Ouais. motive quand je dis jeu? J'ai un certain nombre de neurones qui s'activent dans mon cerveau, qui va déclencher toute une série d'actions qui vont lancer des potentiels d'action. Ça va intervenir avec le cervelet, les terminaisons neuronales de mes muscles, de ma langue, de mon pharynx, etc., qui va faire que je vais prononcer le terme jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeu? Bah, là, il y a un niveau d'analyse où c'est ce nombre de neurones qui encode le concept du soi, le concept de jeu que j'ai. Parce que jeu, du coup, c'est un jeu, ça veut pas dire la même chose quand toi C'est tu le dis ou quand moi je le dis. Donc, c'est pour ça que je parle du je soi. Le soi, comprends. ok. C'est juste que, si tu veux, il y a pas de début, il y a jamais de début. Donc quand on dit «je m'auto-détermine», hem, tout s'auto-détermine tout le temps. C'est que dans ces moments-là, même la distinction entre «je» et l'extérieur, pour moi, est floue à ce moment-là, tellement c'est indistinguable, tellement tout est tout le temps en train de s'auto, déterminer à ce compte-là. Mais c'est-à-dire le grand tout est en train de se déterminer, quoi. L'infinité s'auto-détermine. Mais je m'auto-détermine là-dedans. Je comprends au-delà de l'aspect culturel qui, moi, je pense, est fondamental. Mais si on met l'aspect culturel de côté et qu'on voulait quand même aller juste sur la sémantique, s'accorder là-dessus, à nouveau, je ne veux pas le faire pour les raisons culturelles et politiques. Je veux dire, les conventions sémantiques, c'est des représentations et au nom de l'utilité culturelle qu'on en a. Donc c'est pour ça que moi, je refuse de la mettre de côté. Mais si on la mettait de côté, est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait qu'on peut dire autodéterminé? Au-delà du fait que je vois pas l'utilité, euh, et que je vois l'utilité de ne pas le faire, je réfléchis en même temps et j'essaie de te suivre, mais j'ai tellement travaillé à déconstruire ça que ce cerveau que je suis n'arrive plus à sentir le goût de ce que tu me racontes là, quoi. Auto, il y a des trucs Mais parfois qui doivent venir de soi-même, mais en fait, comment ce truc, si tu veux, c'est ça moi qui me va pas, c'est que ça sous-entend toujours qu'il y a comme une espèce de main qui va influencer le truc. Or là, c'est comme si on se tirait soi-même par les cheveux. Je veux dire, ce cerveau que je suis ne peut pas agir sur lui-même. Il n'y a pas de truc qui agit sur autre chose, si tu veux. C'est que des. Je le dis pas clairement avec Albert, parce que ça fait longtemps que j'avais pas débattu avec quelqu'un, et donc du coup, il me cueille un peu là-dessus. J'avais écrit un moment un texte sur le fait que tout n'est fondamentalement que réaction, par définition. Et donc du coup, mais je sens que ça comme un piège, donc je lui concède le fait que non, il y a de la proaction. Non, tout est strictement tout le temps de la réaction. Et donc du coup, je ne peux pas se tirer soi-même par les cheveux, je ne peux pas agir sur moi-même. C'est des neurones qui en permanence sont en train de s'agiter, et de fait, ça a de l'action, c'est des réactions, des chaînes réactionnelles permanentes. Je ne vois pas, si tu veux, de début à la décision de ne plus être alcoolique. Je ne vois pas de début même. Donc j'arrive pas à voir à quel endroit on pourrait dire que c'est que je, puisque je vois pas même de début dans cette chaîne-là. Non. j'y vais. Comment? J'y vais. T'as fini? Ah oui, non, mais vas-y, je t'en prie. Je te demandais déjà si là, ce que je dis est compréhensible par C'est quelqu'un d'autre que compréhensible. moi. Ok. Encore une fois, derrière, j'ai la vidéo de Padu et de Chris. C'est que moi, quand j'ai vu j'ai vu la vidéo avec Bégodeau, la vidéo de Padu et ta vidéo de réponse, je me suis dit, il y a une espèce de confusion énorme. C'est-à-dire que vous vous rendez même pas compte que vous À parlez de la quel même chose endroit? et que vous êtes d'accord. Bah, on est en Quel plein endroit? dedans, donc vis-à-vis de ce cerveau, tu dis indistinctible, le tout qui s'autodétermine. Alors, est-ce que tu connais, par hasard, peut-être que potentiellement on est relativement de la même génération, est-ce que tu connais le jeu de société qui s'appelle Mastermind? Ouais. Tu connais le Mastermind? Ok. Imagine que je veux faire une analyse de quelqu'un qui joue à Mastermind. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mastermind, c'est un jeu où il y a un code qui est choisi par... Il y a deux joueurs. Il y a un joueur qui choisit un code. Le code est caché. Le deuxième joueur essaie de deviner ce code. Et ça ressemble un peu à Wordle, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire il y a une série de tentatives de deviner le code. Celui qui a choisi le code donne un feedback en disant bah non, oui, tu as une bonne couleur, parce que c'est un code de couleur, tu as 5, je crois que tu en as 5 ou 6, et c'est des couleurs différentes, et il faut qu'elles soient dans le bon ordre et au bon endroit, en fait, dans la séquence. Et donc, celui qui a décidé le code peut dire bah là, oui, tu as choisi la bonne couleur, ou alors c'est la bonne couleur, mais elle n'est pas placée au bon endroit, ou là, oui, c'est une bonne couleur placée au bon endroit, etc.
Et donc, par une série, il doit y avoir peut-être une dizaine de tentatives pour deviner le code. Donc, si j'essaie de faire une analyse à la deuxième personne, c'est-à-dire ou à la troisième personne dans ce cas-là, j'ai les deux joueurs et moi, je suis en train de regarder la partie. Je vais pouvoir faire tout un tas d'inférences ou tout un tas de postulats sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le système cognitif de la personne qui est en train d'essayer de deviner. Moi, je vais considérer que cette personne-là qui est en train d'essayer de deviner, elle va se projeter dans le futur, elle va planifier. Donc elle va dire, si dans le futur je mets ce code couleur-là, qu'est-ce que j'anticipe qu'il va me donner comme réponse ? Et en fonction des hypothèses qu'il a fait. Si je considère que là, il m'a dit que j'avais une bonne couleur, mais elle était mal placée. Si je pars du principe que c'est le orange, ok, je vais déplacer le orange à cet endroit et je m'attends potentiellement qu'il me dise qu'elle soit bien placée, etc. Tout ce travail-là, complètement computationnel, enfin, c'est computationnel dans le cerveau, Cerveau prédictif, ouais. nécessite un découpage. Il faut bien qu'il y ait, je peux pas faire cette démarche prédictive là si je considère le tout. Le tout ne me permet pas de déceler ou de distinguer une séquence particulière parmi l'ensemble des possibilités des séquences qui existent. Si tu as 6 fois 10 couleurs possibles. Non, d'ailleurs, c'est moins que ça, je crois. Ah ouais, mais Donc, si on reprend à la cognition, je dis pas que le cerveau fonctionne comme moi je le dis à l'échelle phénoménale. Là, on s'accorde sur de la définition, si ou pas on pourra trouver pertinent cet usage d'autodétermination. Non, à l'échelle sémantique, à nouveau, pour les raisons de définition dont je me suis expliqué et pour des raisons culturelles, je vois pas l'intérêt et je vois le non-intérêt. Par contre, au niveau cognitif, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau cognitif, on est blindé de biais, on est blindé de fonctionnements déterminés qui existent de fait parce que c'est des avantages pour la survie ou au moins des non-désavantages pour la survie, comme le fait par exemple que notre cerveau fonctionne que en termes de contraste, par effet de contraste, et a du mal par exemple, à appréhender les objets en tant que tels. Le noir est noir parce qu'il n'est pas blanc, quoi. Et donc du coup, par exemple, le stade du miroir, c'est vraiment en termes neurodéveloppemental le moment où ce cerveau que je suis arrive enfin à faire une distinction entre ce jeu que je suis et l'extérieur. C'est fondamental pour la survie. On imagine bien que si on avait neurologiquement une espèce d'intuition permanente qu'on faisait partie du grand tout, on serait mort depuis longtemps de faim et de soif à être en train de communiquer avec la maison qui est là-bas ou en train de faire bouger la chaise. Ces expériences d'ailleurs de ego dissolution qui surviennent dans des maladies psychiatriques, neuropsychiatriques comme la schizophrénie, dans des prises de drogue comme le LSD ou dans des états de conscience modifiés comme dans la méditation par exemple ou dans la transe. Mais d'un point de vue neurologique, oui, je suis d'accord que le cerveau fonctionne pas comme ça. Fonctionne pas mais avec ce grand tout en permanence. Pour oui, la survie, c'est mais là, utile d'avoir des représentations de début, de fin. Je veux dire, c'est utile d'avoir une... Ouais, voilà. ok, donc là, je l'ai noté, tu viens de dire que on est capable, ou c'est même potentiellement sélectionné par la nature, en fait, évolutivement, de distinguer entre l'interne et l'externe, entre le soi et ce qui est extérieur. Mais Ouais. c'est la seule chose dont j'avais besoin pour parler d'autodétermination. L'autodétermination, c'est juste que je reconnais que dans la chaîne causale, la chaîne causale, elle passe par une entité que je reconnais comme étant moi. J'ai juste besoin de Oui, ça. J'ai mais une sauf qu'elle est... autodétermination. Ouais. Oui, mais pourquoi est-ce que, à nouveau, à part à faire de l'anthropocentrisme, pourquoi est-ce que tu trouverais important dans la chaîne causale de dire venez, on parle que de la chaîne causale qui Ah concerne non, que le non, moment où ça non, reste non, dans la tête. Donc du non, coup, non, c'est pour non. ça que j'utilise pas ce terme-là. C'est les prises de décision que l'on opère surviennent de fait en raison d'une chaîne causale qui implique du jeu et qui implique de l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui soit seulement que strictement autodéterminé. Mais c'est pas, je me suis peut-être mal fait Donc, comprendre. J'ai donc, jamais dit ça. J'ai dit la chaîne, les différentes, parce qu'on peut imaginer que à un événement donné, il y a de très multiples chaînes. donc autodéterminé, ça n'existe pas. Attention, ce serait Donc je vois pas autodéterminé. l'utilité. Attends, ce serait autodéterminé complètement. Là, ça, c'est une notion philosophique. On parle de cause Ouais. complète, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs. Je les rassemble dans une entité, et de sorte Alors, qu'une fois que j'ai j'imagine spécifié. que là, on se mettait à dire dans mon débat sur le libre arbitre, etc., dont l'objectif à nouveau est d'avoir un peu d'impact dans la cité et pas de rester dans les J'allais y concepts. venir. On se disait, je me mettais à dire,
cette décision autodéterminée complètement et l'autre autodéterminée incomplètement. Non, je n'utilise pas ce terme-là parce que je vois pas Oui, non, mais l'utilité là, et qu'il y a d'autres termes pour dire ça, c'est-à-dire déterminé. non, mais je mets la distinction parce Et que là, là-dedans, il y visiblement, il y en a... avait une incompréhension. Moi, j'ai jamais prétendu que l'ensemble des chaînes causales ou des entités causales qui déterminent mon comportement passent par moi nécessairement. Il peut y avoir des causes externes à mon comportement. Enfin, Non, c'est même l'inverse, c'est que il y a des choses on ne peut pas suspecter qu'il y a des choses qui ne passent seulement strictement que par soi-même, sauf à décider qu'on prenne le début à cet endroit-là, sauf que le voilà, mais début ça, à on cet l'a déjà endroit-là, exclu. il vient On l'a toujours déjà d'un truc, exclu. donc voilà, voilà. Mais ça, Donc pas d'autodétermination. Voilà. mais non, là, on se comprend pas là. J'arrive à un mur là. Alors, je vais peut-être en profiter pour donc encore une fois. Là, j'ai l'impression que tu Avec deux autres contradictions, hein, je crois. Oui. Bon, tu me diras, moi, je suis libre hein, jusqu'à ce soir à minuit, si tu veux. Bref. Moi, malheureusement pas, mais avec grand plaisir de refaire une autre fois après, Ok, mais très bien. moi je peux pas malheureusement. Donc, là, dans la conversation, tu étais face à des marxistes. Donc, ce qui va Ouais. être intéressant, donc au-delà de l'autodétermination. Leur sujet, c'était l'implication sur le militantisme. C'est pour ça que ça les émeut à ce point-là. C'est les conséquences de ce que je raconte sur leur illusion que c'est eux-là qui décident librement de changer le monde et qui font l'hypothèse que si on apprenait qu'on n'est pas libre d'être ce que l'on est et qu'on n'est pas libre d'être militant, alors on se mettrait à arrêter d'être militant. Non, Ce mais... qui est absurde. Si moi je suis là aujourd'hui, si je fais ce podcast, si je suis motivé à faire ce truc-là, c'est par militantisme au sens d'avoir envie d'agir sur le monde et sur la matière. Donc ça ne tient pas, par définition, les mecs débattent avec un type en disant que ce qu'il soutient va annihiler tout militantisme, alors que par définition, cet organisme que je suis incarne l'inverse. Et donc du coup, c'est simplement que ça enlève l'illusion du mérite, et donc typiquement leur narcissisme de merde qui culpabilise les autres et qui est hyper fort dans le militantisme, cette course à l'échalote de lequel qui va tracter plus que les autres, et ils réincarnent dans leur militantisme de gauche des valeurs qui sont précisément les conséquences d'un paradigme qu'ils combattent. Et donc c'est ça mon sujet, c'est que dans la gauche contemporaine, même qui se prétend marxiste, ils sont pas matériels et historiques jusqu'au bout, les mecs. Et leur manière d'avoir interagi avec moi, mais le prouve par mille. Leur prétention, leur manque fondamental d'humilité dans le rapport à un type qu'ils connaissent pas, qui est moi, parce que j'ai osé les alpaguer et leur refuser un droit de tout savoir et putain, c'est à cet endroit-là qu'il y a le problème. Et du coup, le désaccord, il est à cet endroit-là. Et c'est pour ça que ça les touche. C'est parce que je dis que personne n'est libre non plus de décider d'être militant ou pas militant. Et que c'est ça aussi déterminé par des causes, notamment, je sais pas, là, on pourrait dire psychologiques, etc. Et c'est pour ça que ça les touche. Parce que je leur enlève le mérite à être ce qu'ils sont. Moi, par exemple, je suis en paix, je suis tranquille avec le fait que je n'ai absolument pas le moindre mérite à être ce que je suis plutôt qu'autre chose. C'est pour ça que ça les touche et qu'ils sont fragiles. Et que du coup, ça va sur des trucs philosophiques et qu'il y a plein de moments où ils utilisent des concepts qu'ils maîtrisent pas du tout, ayant défini ça, vas-y, on va là, mais sauf que les mecs, ils disent n'importe quoi quand ils disent conscience collective. Grâce à notre conscience, nous sommes les seuls humains, nous sommes la seule espèce capable de créer sa propre histoire. Et en fait, finalement, dans la dernière vidéo qu'ils ont faite, où ils parlent de l'évolution politique d'Emmanuel Todd, qui est très intéressante cette vidéo, parce qu'en effet, l'évolution d'Emmanuel Todd est très intéressante, ils changent clairement leur discours, et ils le diront pas, mais ils ont regardé la vidéo où je leur explique un peu les choses. Simplement, Chris, lui, ne comprend toujours pas alors, bon, refuse d'intégrer à son système de représentation la définition contemporaine neuroscientifique du terme conscience. Et il continue à utiliser le terme conscience au sens où c'était utilisé au 19e siècle, frère. Vas-y, quoi. Et donc, c'est-à-dire une espèce de truc qui plane au-dessus de la matière, ou quand bien même qui plane pas au-dessus de la matière, mais qui soit spécifique aux humains, ou quand même bien même ce soit pas spécifique aux humains, qui permettent de prendre des décisions. Oui, c'est juste, c'est pas libre. Il n'y a aucune conscience qui décide librement d'être. Tu peux pas décider consciemment que dans 3 minutes, il va y avoir une prise de conscience d'un truc plutôt que d'un autre. Sinon, qu'est-ce qui décide qu'à l'instant, tu as une prise de conscience du fait que dans 3 minutes, tu voudras prendre conscience? Voilà, la régression à l'infini. Mais il n'y a, ça, pas il maîtrise pas du tout, y a pas le de gars. problème avec la régression à l'infini. Tu as déjà concédé les points qui permettent de mettre ça. Bon, avant j'aimerais citer Chris. J'ai trouvé la citation. Donc,
si tu me donnes quelques secondes. Donc c'est à 1 minute, 1h13 minutes 4 secondes de la vidéo où il répond à ton échange avec Bégodeau. Il dit: mais regardez-vous à votre échelle quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est que le réel ne satisfait pas votre possible. Voilà, vous voulez un autre possible, il y a un possible en vous, conceptualisé, anticipé par la conscience, un réel qui n'est pas, et là, pour les rejoindre, vous faites action de liberté. Ça, c'est quelque chose que tout le monde, tous les individus peuvent éprouver. Quelques secondes après, il dit: et la liberté, ça n'est pas le libre arbitre. C'est vraiment la confusion. La liberté, c'est la possibilité d'agir, c'est la possibilité d'agir sur la transformation du monde. C'est ce que l'expérience de l'humanité et de sa conscience. Donc là, clairement, conscience, il n'a pas la même notion de conscience que toi. Par ailleurs, là, Et j'interromps puis la citation. C'est pas un argument argument d'autorité d'autorité, c'est son à opinion. l'appel. Non, non, argument d'autorité à l'appel de dire tout le monde peut faire l'expérience que. Argument Ah non, d'autorité mais à ok, l'appel. Moi, je fais c'est pas pas de l'expérience l'autorité, ça, c'est une universalisation abusive, à la rigueur. Euh, Oui, ça, oui, pardon, c'est pas l'usage d'une figure d'autorité. Je veux ouais, dire, c'est l'argument de. Ouais, ok. ok. Ensuite, euh, note que, quand même, je te le dis au passage, le terme de conscience, là, je crois que c'est dans ta première ou ta deuxième vidéo de ta série, là, pour le libre arbitre n'existe pas, je crois que c'est dans la première, où tu dis, voilà, il y a plein de définitions de la conscience différentes, moi je vais m'intéresser à celle-là. Potentiellement, c'est celle qui est utilisée en psychiatrie ou dans un certain nombre de recherches en sciences vis-à-vis de cette question-là. Mais là, c'est toi qui fais, enfin, la conscience, il y a aussi ces autres définitions, et les gens ne sont pas obligés d'utiliser ta définition. Chris, Je clairement, suis il n'utilise d'accord pas avec ta toi. définition. Non, je suis d'accord avec toi, sauf que là, tu vois, si tu redis sa phrase, on s'est accordé tout à l'heure sur le fait que là, il utilise le mot conscience à la place de processus décisionnel. La conscience, c'est pas du tout ça. En permanence, ces organismes que nous sommes passent leur temps à prendre des décisions. Si je suis même en train de faire les mouvements que je suis en train de faire, si je suis en train de parler comme je parle, c'est que cet organisme que je suis est en train en permanence de prendre des décisions. Ça n'est pas du tout conscient. Je prends pas conscience là des millimètres que j'utilise, que je fais à droite plutôt qu'à gauche pour faire ce mouvement plutôt qu'un autre. Il utilise le terme conscience là vraiment dans un sens 19e siècle, c'est-à-dire esprit. C'est-à-dire, un cerveau, lui est un cerveau qui ne sait pas à quel point, c'est pas qu'il y a 90% de conscient et qu'il y a 10% d'inconscient et que donc du coup, grâce à la psychanalyse, on va pouvoir voir les 10% qui nous influencent. C'est que tout est d'abord, et aujourd'hui on sait scientifiquement que tout est par définition même avant toute chose inconscient, et que de temps à autre, des processus neurologiques, des activités neurologiques dites de conscience permettent à ce système que je suis de se rendre des comptes, se rendre des comptes à lui-même d'un truc qui est en train d'avoir lieu. Et cette activité neurologique a et pourquoi ça existe ce truc plutôt que pas, puisque c'est une question que pose Albert, parce que ça aide quand il y a un manque d'évidence à l'endroit d'un calcul, le système exponentialise la capacité de calcul dévolue à Au l'effondrement de ce traitement. problème pour le traiter. Voilà, c'est tout. Et donc, contrairement par exemple à ce qu'il sait même, pas simplement à ce qu'il dit, manifestement à ce qu'il pense et ce qu'il sait, la conscience n'est pas un phénomène continu par exemple, c'est un phénomène discret au sens mathématique. La conscience collective, ça n'existe pas. Alors, sauf si Mais on attends, s'accorde à faire de la poésie, à utiliser des images, non, ça attention, n'existe pas. ça fait pas. Donc, il faut utiliser C'était d'autres la termes. troisième contradiction, hein, la conscience collective. Représentation partagée, oui. Conscience collective, non. On n'est pas c'est quoi? C'est dans Inception, là où on se câble tous la tête et puis. Non, ça n'existe pas. Ça pourrait Euh, être marrant un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Là, ce que j'ai entendu, souviens-toi, moi, mon but, entre autres, c'est de créer des ponts. Et là, j'ai juste entendu que tu as dit, mais la conscience, c'est pas ça. Donc là, j'ai l'impression que tu essaies juste de faire une espèce de contrôle un peu futile, enfin un peu vain, Non, j'ai du dit que langage. dans le sens même qu'il utilise, c'est pas ce Non, qu'il mais dit. J'ai juste dit ça. non, 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 non. le sens J'ai qu'il juste utilise, c'est dit. pas. Parce que là, s'il n'utilise pas le même sens que toi, alors il faut, quand tu fais ta critique et ton analyse, il faut que tu utilises le terme conscience tel que lui il le comprend, tel que lui il l'utilise, tel qu'il l'utilise. Parce que là, toi, tu dis c'est une notion du 19e siècle d'esprit. Je suis pas Mais c'est ce que je te certain. dis, c'est que sa définition que lui utilise n'existe pas. Enfin, sa définition existe, mais l'objet que cette définition caractérise n'existe pas en dehors des représentations qu'il en a. Donc, je vais pas
par principe Mais théorique. tu as déjà concédé tout ce qu'il fallait concéder. Là, il dit, je reprends, c'est que le réel ne satisfait pas votre possible. Voilà, vous voulez un autre possible. Il y a un possible en vous conceptualisé, anticipé par la conscience. Jusque-là, je suis totalement d'accord. Non, pas par la conscience, c'est faux. Mais là, ça veut juste dire que conscience, La il parle de quelque conscience, chose de non, la computationnel. conscience, Ce que je décrivais tout à non, l'heure quand je parlais du genre de non. master Et c'est mind. précisément là qu'il se trompe et que c'est pas comme ça que ça marche. Je te suis jusque-là, je le suis jusque-là, et anticipé par la conscience, c'est faux. La conscience ne produit rien, Mais n'anticipe rien. revenons sur l'exemple du Il y a mastermind. des activités, il y a des productions prédictives dans ce cerveau qui passe son temps à prédire. L'activité neurologique de conscience permet simplement de prendre conscience de temps à autre d'une prédiction qui est déjà là. Et par contre, cette prise de conscience entraîne en conséquence des modifications de ces prédictions, etc. Mais c'est pas la conscience qui anticipe des trucs, c'est faux, c'est pas vrai. C'est les mécanismes prédictifs. De même que c'est pas la conscience qui prend des décisions. La conscience, ça prend conscience. Éventuellement des décisions, Très des bien. processus décisionnels. En Je termes vais, modulaires, c'est pas comme ça que ça fonctionne. je En mets à termes jour, intégrés non plus. je mets à jour la citation. Je reprends. Regardez-vous à l'échelle de quand vous avez envie de faire quelque chose. Si le réel ne satisfait pas votre possible, voilà, vous voulez un autre possible. Il y a un possible en vous, conceptualisé, anticipé par vos mécanismes de prédiction, un réel qui n'y est pas. Et là, pour les rejoindre, vous faites action de prédiction ou action de, je sais pas ce que tu mettrais à la place. C'est ça, Ouais, c'est quelque chose que ouais, tout le monde, tous les individus peuvent réprouver. Donc là, j'ai ouais. l'impression que c'est purement On sémantique. est totalement d'accord. Mais oui, mais Mais on donc est là totalement vous... d'accord. mais, Mais tu vois l'univers fondamentalement différent qu'il y a. Fais pas le naïf là. mais non, mais parce Relis que la c'est ça qu'il première entend phrase par comme elle est dite par conscience. Chris. Non, C'est juste ça qu'il entend par conscience. Lui, par justement, conscience, il dit c'est c'est là où le processus cognitif. c'est là où je te dis de pas faire semblant là de faire le faux naïf pour amener à un truc à un machin. Si tu relis la phrase telle qu'il a dite, avec le mot liberté et le terme conscience, c'est la conscience qui anticipe. Et si tu relis la deuxième phrase que tu as faite Ouais. avec processus décisionnel, etc., il y a une différence fondamentale dans le bid, dans ce que je ressens. C'est ça l'usage du langage, non? L'utilité du langage. Entre ce que je ressens là et ce que tu ressens, et ce que les 30 personnes qui écoutent notre conversation ressentent, parce que ça active des représentations fondamentalement différentes. Il y a une représentation qui est activée, qui est que je suis libre, oui, moi, de décider, qui est donc libre d'être militant, libre de décider de me lever dimanche matin pour aller tracter plutôt que pas, libre donc avec du mérite, donc qui mérite d'être condamné pour ça ou loué pour ça, etc. Et dans l'autre sens, il y a avoir l'humilité radicale de constater qu'il se passe de fait ce qui se passe et que même mon activité neurologique de prise de conscience, elle survient bien malgré je. Elle survient de fait. Et par contre, quand les gens disent après, ah bah donc ça veut dire que bah du coup il faut plus rien faire, mais c'est absurde d'avoir ce changement de représentation lui-même à modifier moi, mon activité physique, mon incarnation dans le réel, mon comportement, mon rapport aux autres, mon rapport aux gens qui font de la merde, mon rapport aux gens condamnés que je vois dans mes qui sont en obligation de soins que je vois dans mes consultations, mon rapport aux victimes. Donc là tu as changé d'usage de mots en changeant d'usage de mots. Tu as utilisé des représentations différentes et pas des représentations compatibles en termes de définition, des représentations fondamentalement incompatibles en termes de définition. On ne parle pas du tout de la même chose. Ok, alors deux choses. Première chose, potentiellement, si j'arrive à, d'une façon ou d'une autre, à modifier le langage qu'utilise Chris, c'est-à-dire il arrête de parler, d'utiliser le mot liberté, il arrête d'utiliser le mot conscience, et à la place il utilise le mot processus décisionnel, processus prédictif, et pour liberté, je sais pas ce que tu voudrais mettre à la place. Si d'un seul coup, tout son marxisme rentre dans les cases pour toi. C'est-à-dire que j'ai réussi à créer le pont. D'un C'est seul juste. coup, d'un d'un seul coup, il fait pas du tout cette vidéo d'énervé comme qui monte dans les tours en parlant de moi et allant parler de petits bourgeois et de je sais pas quoi. Et d'un seul coup, on se retrouve complètement sur le fait que pour changer le monde, pour augmenter au sens spinoziste, notre puissance d'agir, il faut avoir une analyse matérielle et historique de déterminants du monde, parmi lesquels la liberté n'existe pas. Et ça te change profondément l'énergie que tu mets à vouloir convaincre quelqu'un qu'il est con et qu'il faut qu'il change, ou de savoir par exemple qu'il faut changer les déterminants de ce qu'il vit dans la vie, de ce qu'il croit et de ce qu'il vit, et que c'est ça qui va le faire changer.
et t'arrêtes de penser que tu vas convaincre qui que ce soit de changer en allant le traiter de raciste parce qu'il est con et parce que s'il pense ce qu'il pense, c'est qu'il pense librement ce qu'il pense et qu'il pourrait librement choisir d'être intelligent et de penser comme moi. C'est Henri Laborie dont j'affectionne particulièrement la pensée, et qui est quand même le médecin scientifique sur Terre qui a développé les premiers neuroleptiques. L'histoire de l'humanité est bouleversée par ça, et c'est juste pour des raisons politiques qu'il n'a pas eu le Nobel, parce que c'était un anarchiste fini. Qui dit dans une émission sur Radio Libertaire des années 70, et Henri Laborie qui a écrit L'éloge de la fuite, que je vous invite tellement à lire, qui est un livre génial, et qui dit que c'est même la condition même de la tolérance que de savoir que l'autre n'est pas libre d'être ce qu'il est. Si Chris savait à quel point on n'est pas libre d'être ce que l'on est, il n'interagirait pas avec moi de la même manière, et en effet, on aurait pu faire un plateau où tu aurais été le médiateur sur le plateau. Ça les intéresse pas, ces trucs-là, ils sont beaucoup trop mus par un narcissisme, même d'un point de vue de leur modèle économique, ils n'ont pas intérêt probablement à faire ça. Mais bref, là c'est encore Spécule. d'autres niveaux de détermination, voilà, encore d'autres niveaux de Mais détermination. moi, je les connais pas, donc potentiellement, ils seraient intéressés. Moi, le problème, c'est que là, j'arrive. Donc, en fait, tu vois, quel intérêt il y aurait c'est pas l'amour universel je sais pas d'ailleurs d'un point de vue politique ce qui meut votre chaîne, ce qui toi te meut, et comment tu penses t'inscrire dans le réel entre plutôt de la gauche révolutionnaire ou de la, par définition révolutionnaire, sinon c'est au moins du conservatisme, si ce n'est de la réaction. Mais tu vois, ça aurait du sens ce plateau-là. Pour mieux, moi, ça n'est que là mon sujet avec eux, pour augmenter notre capacité d'agir précisément marxiste, précisément de gauche, précisément socialiste à l'ancienne. Moi, le débat philosophique avec eux m'intéresse peu, c'est les conséquences qui m'intéressent. Alors justement, donc tu me tends la perche, donc je vais essayer de faire une transition sur la deuxième contradiction, si ça te dérange pas. Je voulais juste clôturer vite fait cette partie-là en rebondissant sur tout à l'heure ce que tu as dit quand même, où tu as dit ça n'évoque pas les mêmes, ça me fait pas le même effet dans le bide, ça n'évoque pas les mêmes représentations. Moi, je suis peut-être, je sais pas, je suis peut-être un peu trop autiste, je réfléchis pas avec mon bide et du coup, j'ai un peu de mal à connecter avec ce rapport que tu me fais. J'ai l'impression que j'ai fait tout ce que je pourrais arriver à faire aujourd'hui, raison pour laquelle je vais embrayer sur le mérite et sur le marxisme, potentiellement la société, etc. Parce que moi, ma position, puisque tu me l'as demandé, donc je vais te la donner, moi, ma position, c'est que le déterminisme et le matérialisme, je trouve personne ne le pousse jusqu'au bout. Puisque pour moi, quand tu pousses le déterminisme et le matérialisme jusqu'au bout, ça t'amène directement à la position que moi je vais défendre, qui est le transhumanisme. C'est-à-dire que, quelque part, moi je considère qu'il y a assez peu d'impact à un débat ou à une argumentation. Alors oui, je considère que les êtres humains sont capables d'écouter des arguments, potentiellement de mettre à jour leurs croyances en fonction d'arguments qu'ils ont entendus, parce que c'est le cas chez moi, j'ai remarqué que j'ai pu être convaincu par des arguments, etc. Mais je considère qu'à terme, ce qui détermine mon comportement, c'est des facteurs explicatifs neurologiques et externes à la neurologie. Et donc, transhumaniste, c'est-à-dire que si je considère que, si je prends l'exemple du racisme par exemple, si je considère que le racisme, je suis capable de l'analyser, d'en découvrir les déterminants, et en particulier les déterminants cérébraux ou neuronaux, enfin oui, voilà, bah c'est plus intéressant et plus efficace selon moi d'aller directement impacter ces causalités-là, plutôt que de me faire chier à expliquer, à faire des films super émouvants pour expliquer pourquoi le racisme c'est pas bien. Je leur donne une pilule. Je préférerais moi quand même que ce soit consenti, ça serait quand même mieux, ça permettrait d'avoir moins de tension, mais potentiellement il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont racistes et qui, s'il y avait une pilule sur le marché ou proposée par l'État ou je sais pas quoi, s'ils la prennent, ils cessent des racistes, bah il y en a peut-être qui la prendraient, peut-être pas. Ouais. Et à ce moment-là, il faut envisager quelque chose d'autre. Mais dans la mesure où ces gens-là existent potentiellement, bah, c'est beaucoup plus efficace que de faire voilà, donc pour moi, la solution, elle passe par justement complètement abandonner cette sacralité qu'on a de l'être humain, puisque je suis transhumaniste, donc moi je propose de nous décorréler. Toi-même, tu es transhumaniste, tu dis ? Ouais. C'est l'hypothèse-là que tu prends pour l'instant. Non, c'est ce que tu... Oui, moi je suis transhumaniste. Ceux qui me connaissent, depuis ça fait des années, j'ai toujours... ça fait très très longtemps que je suis transhumaniste. Donc je considère que l'idée un peu de base du transhumanisme, en tout cas telle que je la conçois, c'est
reconnaître que la nature humaine, alors je sais que potentiellement on pourrait revenir sur la nature humaine, mais moi, quand je pense à la nature humaine, je parle juste d'un découpage qui est fait dans le cadre d'une investigation scientifique, potentiellement biologique, potentiellement évolutionnaire, etc. Donc je parle de sapiens, ok. Sapiens, je vais mettre un certain nombre de propriétés pour sapiens, et je considère que sapiens c'est de la merde. Parce que, en fait, la plupart des choses qui sont le résultat d'une sélection naturelle, c'est la seule chose que la nature a vraiment bien fait pour moi, c'est l'efficacité énergétique. Quand tu penses au nombre de calories qu'il faut qu'on prenne pour avoir un cerveau qui fonctionne et qui est capable de faire ce qu'il fait, bah là, chapeau, la nature a très bien fait. Pour tout le reste, c'est un peu de la merde. Mais J'avale et je ça respire par le même tuyau, c'est de la daube. Donc moi, je considère que le transhumanisme, il s'impose, c'est parce que marrant. j'observe que ma nature humaine, c'est de la merde, et donc je veux m'augmenter. En particulier, je veux me soustraire à ma nature humaine. Je veux la dépasser, C'est potentiellement pour faire de moi quelque chose qui n'est plus humain, ou pour faire quelque chose qui est humain version 2, version 3, version 4, ou je sais pas quoi. Bon. Donc, et pour c'est moi, précisément là où moi je suis pas transhumaniste, si tu veux. C'est qu'il y a une démarche en positif qui considère, et c'est les prémices même de ce truc-là. Là, c'est positiviste, c'est en positif, ça part de l'idée il y a des trucs de merde et qu'il y aurait du mieux. c'est un Moi, jugement de moi, valeur. ouais, c'est un jugement de valeur duquel, pour moi, une des conséquences fondamentales du déterminisme intégral, c'est notamment de réussir à savoir que ce cerveau que je suis ne sait pas penser le monde autrement qu'en associant des valences, notre circuit de la récompense, nos émotions, mais qu'en dehors de nos représentations, il n'y a rien qui soit mal, rien qui soit bien, il y a Et juste j'ai de jamais dit le l'agitation de contraire. matière. J'ai jamais dit Et le donc, du coup, contraire. c'est pour ça que tu vois, une autre conséquence, pour reprendre l'histoire de la pilule rouge bleue ou le transhumanisme, c'est que peut-être que si on prend juste l'humain, eh ben, ce serait cool, trop cool le transhumanisme. Ou peut-être que si on prend juste le racisme, ce serait trop cool de filer une pilule. Sauf que si tu sais que tout est déterminé, tu te rappelles et tu redécouvres à quel point on est tous fondamentalement, mais mécaniquement, physiquement, et donc culturellement, et donc ontologiquement, et donc éventuellement spirituellement, etc., interdépendants. Et que donc du coup, ça créerait forcément un système qui serait délétère pour d'autres systèmes au sein de l'écosystème planétaire qui est le système, qui est l'échelle à laquelle il faut qu'on apprenne à réfléchir. Le niveau d'échelle auquel il faut qu'on apprenne beaucoup plus à réfléchir. Euh, Tu vois, c'est comme, je le dis dans le podcast, c'est pas bien du tout, hein, pour un gauchiste que je suis, et de dire si c'était prouvé scientifiquement que la peine de mort c'était efficace et que ça faisait des sociétés mieux, bah moi je suis pas par principe contre la peine de mort. C'est pas du tout bien, tellement c'est un interdit moral fondamental. Mais et en même temps, lol, l'histoire de l'humanité est faite de massacres, de génocides et de violences. Lol. Et donc, moi, j'ai pas d'interdit moral de principe. Je réfléchis simplement en termes là de conséquences pour l'homéostasie ou l'harmonie de ces systèmes individuels existant au sein de systèmes sociaux, existant au sein du système écosystémique. Bah, de fait, les endroits où tu mets une peine de mort, bah, tu mets la peine de mort dans les mains d'un instrument politique qui peut en faire un usage politique et tuer des innocents. Et ça fait des sociétés vraiment pas plus apaisées, pas plus harmonieuses, comme le sont typiquement les États-Unis, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, là, on n'a pas le temps de partir sur le transhumanisme et la pilule rouge et la pilule bleue, mais c'est pour ça que je vais pas là, moi. Je vais sur l'harmonisme, et ça fait complètement cucu la praloche, mais j'espère là avoir expliqué ce que j'entends par harmonie, c'est-à-dire équilibre, réciprocité et durabilité du truc. Je suis pas du tout sûr que l'écosystème planétaire irait mieux si il y avait encore plus d'humains, toujours plus augmentés. Il y a juste à regarder autour de nous la catastrophe qu'on est en train de vivre pour voir que c'est vraiment pas le cas. Mais Et ce serait une autre discussion. potentiellement, Il est ça déjà sort, ça sort. 3h30. Et, Ah, tu veux qu'on mette fin? non, 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 du tout. Tu disais aussi qu'il y avait Là, vous êtes à peu la près à 70 discussion minutes avec la salle. de discussion. Effectivement, on peut, soit vous voulez, c'est quand même très intéressant, et puis vous êtes bien Parti. bien équilibré sur les temps de parole. On peut dépasser de 10 minutes si vous voulez finir avant de conclure, si ça vous va, hein.
C'était soit discuter avec des gens du Ah oui, ah oui, derrière, il y a encore 30 chat, minutes de FAQ soit... après aussi, hein. Il y aura où les gens vont monter, participer et faire des remarques C'est ou des ça, questions. Mais là, si vous voulez, je vous c'est laisse ça. encore Moi, 10 minutes. Et puis après, vous allez faire chacun 5 minutes de conclusion. Et puis après, on pourra faire monter des gens. Ça vous convient, Joachim? ouais, moi, il faut que... Alors, attends. Moi, il faudrait juste que je décroche à 16h, quoi. C'est ça le truc. Ok. Faudrait que Alors, je... le Mais avec teinturier, plaisir pour refaire une autre fois, hein, si on sent ok, qu'on va pas au bah moi bout je et si tu propose qu'on avais fasse d'autres les contradictions conclusions que tu voulais discuter. dès maintenant. Comme ça, on peut faire 25 minutes, 30 minutes de FAQ. Ça vous va? Ça Ok. me va, moi. Alors, comme tu avais commencé, Joachim, je te laisse commencer ta conclusion, et puis après, le teinturier fera sa conclusion. Donc 5 minutes chacun, s'il vous plaît. Allez-y. Non, ma conclusion, c'est grand merci pour cet échange, c'est très riche et ça m'aide à moi-même mieux identifier ce que je crois et ce que je pense savoir. Et je suis curieux de poursuivre ensuite cet échange et éventuellement d'autres contradictions, en tout cas apparentes, puisqu'il me semble que pour les deux premières, finalement, je ne crois pas que ça relevait de la contradiction, mais peut-être de choses à préciser, définir, et ce qui est rarement le cas dans des formats courts ou dans des même tu vois en 1 heure et demie, ce qu'on a le temps de faire, quoi. Donc non, merci, simplement merci. Ouais. Moi, je vais pas faire de conclusion non plus spécialement. Merci. Pareil, euh, je serais ravi d'avoir l'opportunité de te faire revenir et de poursuivre la discussion. N'hésite pas toi-même à passer sur des beaux débats, le serveur, parce que tu as de ce type de discussion de temps en temps de manière un peu spontanée. Enfin bon, tu as peut-être autre chose à faire. Et je vais laisser la place aux gens qui veulent monter. D'accord. Alors effectivement, moi ce que je vois, c'est là, c'est vraiment, ça pourrait même faire mine d'introduction à pas mal d'autres débats. Donc si vous pouvez revenir régulièrement, ce serait vraiment très bien, Joachim. Parce qu'il n'y a même pas que le teinturier, je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui seraient intéressées pour débattre de ce type de sujet avec vous. Alors du coup, il y a deux mains qui se sont montées, il y a Norman et Noko. Alors, je ne sais pas qui le premier avait monté ça, avait demandé à parler. Noko du coup. Alors, hop, Ça c'est bon. va? Ouais. Tu peux faire monter Norman juste avant moi et Monos, moi je passerai juste après eux, c'est bon? D'accord, donc Norman va monter. Vas-y, je Allez, te je te laisse remercie. descendre. OK. Déjà, bonjour et merci beaucoup, c'était, extrêmement intéressant, donc merci infiniment. Et alors, j'ai une question, je vais la poser telle quelle. Est-ce que, il y a un lien entre l'infini du temps et de l'espace, en gros, supposé ou non, enfin, fini ou infini, et la liberté de choix? Euh, Ça s'adresse à toi du coup, Tintu, ou à moi? Aux deux, j'imagine, Ah, dis-moi. le et à vous, à toi. La question que tu poses, c'est est-ce que quel est mon point de vue là-dessus, ou est-ce qu'en termes en science, qu'est-ce que diraient les gens? Parce que comme moi, je pense pas que la liberté de choix existe. Du coup, je peux pas penser qu'il y a un lien entre l'infinité du temps et de l'espace et de la liberté de choix. Mais en effet, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour les gens qui croient en la liberté de choix, euh, il y a comme du coup l'idée qu'il y a des chaînes de détermination qui commencent à un endroit présent et qui du coup ne sont du coup sont hors des chaînes de détermination éternelles, quoi. Euh, ouais, moi je crois pas à ça. Mais sinon, du coup, si la liberté de choix existe, alors elle est. Je crois, c'est dans l'entretien qui était passionnant que j'ai fait avec Chantal Jacquet, qui est spécialiste des transclasses, donc pour dire rapidement, des pauvres qui deviennent riches, qui est professeur de philosophie spécialiste de Spinoza. Je vous invite à voir cet entretien, il est vraiment mais d'une limpidité, là, elle est carrée, c'est une grande dame. Elle parle de la libre nécessité, je crois, à un moment donné, et du concept spinoziste de libre nécessité. Donc si on disait que la liberté existe, si on imagine que la liberté existe,
dans un cadre déterministe. Je crois que c'est un peu ça, du coup, ce qu'elle m'a fait comprendre de Spinoza. Alors on pourrait dire que même l'existence de la liberté est déterminée par la détermination intégrale. Bon, je sais à nouveau plus trop ce qu'on dit quand on dit ça, mais voilà, si on fait un peu de concept et je crois ce que vous appelez la philo, j'ai essayé. Moi, Merci beaucoup. J'ai juste une hypothèse rapide. En fait, je suis physicien de formation, c'est juste pour pas que les Ok. esprits soient bloqués ou de se dire que voilà, je parle de mécanique quantique sans savoir. Je me demande si, en termes de pistes, si il y aurait pas une réflexion à avoir entre guillemets le début du temps s'il existe, la fin du temps si elle existe. Pareil pour l'espace. Et je me demande si le fait que, comment dire, le temps entre guillemets, enfin pas le temps, pardon, l'espace entre guillemets soit quantifié à de petites échelles, eh ben ça ne donne pas justement une émergence de la liberté de choix. Je m'explique dans le sens où si on considère qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Bon, déjà qu'il n'y a pas de passé, mais en fait, comment dire que quelque chose a déterminé une autre chose si de base il n'y a pas de chose originelle, quoi. On est d'accord sur ça, je pense. Et du coup, je me dis, mais sachant que quand on va aux échelles quantiques, il y a vraiment c'est dans le nom vraiment la quantification des choses, ça voudrait peut-être dire dans un sens que euh, la finitude de l'espace euh, fait qu'il y a une émergence de la liberté de choix. Mais j'ai pas encore le mécanisme, enfin peut-être que je l'avais tout à l'heure, mais j'ai dû l'oublier, mais voilà. Non, mais du coup, ouais, je comprends, par analogie presque, on pourrait se dire s'il y a des trucs qui émergent bien fondamentalement à cette échelle-là, pourquoi il n'y aurait pas d'autres trucs qui émergeraient à un autre niveau? Mais en fait, à nouveau, quand on reprend, je crois que l'entourloupe là-dedans, c'est le terme d'indétermination quantique. Il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg qui dit qu'on ne peut pas savoir à la fois la position et la vitesse d'un truc. Je vois pas de liberté de choix qui émergerait de ça. Et il y a une particule qui va se désintégrer en deux autres particules et on ne peut pas prédire, c'est fondamentalement imprédictible et on dirait que la science contemporaine pense savoir que vraiment il n'y a pas de cause à cette désintégration. Mais ça vient toujours de quelque part. C'est-à-dire quand bien même là, à cet endroit-là, il y a rien qui a agi sur cette particule, il y avait bien une particule en amont des deux autres particules. Donc il y a jamais, voilà, quand bien même il y a un phénomène voilà, ça reste toujours inintelligible pour moi. Le hasard, pour moi, c'est une représentation de déterminants qu'on ne connaît pas encore. Mais s'il y a vraiment des trucs au niveau quantique qui sont fondamentalement hasardeux, tu vois, rien n'arrive à partir de rien, alors on pourrait dire. Rien n'arrive à partir de rien. Voilà. Anthony, tu as une Merci réaction par beaucoup. rapport Je à laisse ça? la parole. Attends, peut-être Anthony a une réaction par rapport à ce que tu as dit, Norman? mais j'ai l'impression que ça l'intéressait pas ce que je vais dire, donc fais passer plutôt le. Non, ça m'intéresse. Pardon. Oui. Vis-à-vis de ta première question, donc là, on a défini le libre arbitre comme ce qu'en philosophie ils appellent libertarian, donc le libre arbitre libertarien. Et donc effectivement, ça va être une borne, parce que c'est ça dont tu parlais. Tu parles d'un premier élément. Quand je pense à un premier élément, je pense à une borne. Donc que ce soit une borne temporelle, une borne spatiale, là, ça va être une borne causale, puisque c'est une première cause qui institue cette espèce de liberté, ce libre arbitre. Pour moi, c'est décorrélé, puisque tu peux imaginer une temporalité infinie où tu as quand même des bornes causales. Ouais, tu peux avoir en 1998, il y a quelqu'un qui a fait un choix, il a commencé une première chaîne causale, bien que le monde avant 1998 existait et machin, etc. Donc il n'y a pas forcément, donc c'est pas lié avec la temporalité et c'est pas forcément non plus lié avec la spatialité, puisque on peut imaginer des choses qui sont causales d'un point de vue philosophique. Il y a même la question de savoir si les choses abstraites peuvent être causales. Et puis après, il y a toute la question du dualisme qu'on n'a pas traité aujourd'hui avec Joachim, que j'aurais bien aimé, enfin qu'on traitera peut-être une prochaine fois. C'est-à-dire l'idée que la mentalité peut être causale. Et que la mentalité, ici, je parle de quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas physique, qui est, comme on parle de dualisme, d'une autre substance, une autre ontologie complètement différente, et qu'il peut y avoir des chaînes croisées ou des interdépendances, etc., causales. Et à ce moment-là, cette autre substance qui est mentale, potentiellement, peut-être qu'elle n'est même pas temporelle. Elle n'est pas spatiale, elle n'est pas temporelle, elle est
quelque chose d'autre. Donc bon, c'est très compliqué, faudrait écrire un bouquin là-dessus. Méga intéressant. J'ai plein de pistes, mais je veux laisser la parole aux autres. Oui, et du coup, je vais faire monter Monos, tu peux redescendre Norman. Salut. C'est bon, salut. Ouais, bah merci beaucoup pour l'échange, c'était super intéressant et ça fait plaisir de retrouver des camarades nécessitaristes, donc merci beaucoup. Et je voulais savoir, Joachim, si tu connaissais la théorie de la réduction objective orchestrée. Tu sais qu'il y a une théorie qui prend appui sur un principe de physique quantique, le principe d'indétermination qui nous dit qu'il y a des chaînes causales dont l'issue n'est pas déterminée, et qui, à partir de là, en fait, va spéculer une origine quantique de la conscience qui s'établit sur la structure des microtubules, et qui nous dit, bah, du coup, il y Ouais. a quelque chose dans la conscience qui peut prendre appui sur l'indétermination quantique, et à partir de là, on a l'espace ontologique pour positionner le libre arbitre. Et qu'est-ce que t'en penserais, a priori, de tout ça, toi? Redis-moi théorie de réduction. C'est la réduction objective orchestrée. C'est une théorie de Penrose et de d'Amerhof, qui est un neuroscientifique. Ouais, je l'ai déjà lu plusieurs fois et je l'oublie aussi vite que je la lis tellement je. Ouf. C'est différent de l'IIT, de Ouais. la Information. Donc redis-moi ce que c'est pour eux. Vas-y, je me En fait, concentre. il y a dans le et en fait, ils présupposent, enfin, c'est pas non plus une présupposition complète, mais ils disent que la conscience, c'est un processus qui émerge d'une structure quantique présente dans le cerveau qui s'appelle les microtubules, Dans les neurones. et que du coup, ouais, dans les neurones, et du coup, vu que cette structure est porteuse des propriétés quantiques qui disent qu'il y a des Ouais. chaînes causales qui ont des aboutissements qui sont indéterminés, et ben du coup, ça rend Ouais, ça y est, ok. possible, ouais, voilà, ça rend possible l'espace ontologique Ouais. pour le libre arbitre. Et c'est ça que je trouve toujours étonnant, c'est ce que j'ai dit au tout début du machin, c'est que à quel moment il y a un jeu qui déciderait au sein du champ de la probabilité Hmm. que on va décider un truc plutôt qu'un autre, tu vois? Ouais. C'est-à-dire quand bien même il y aurait émergence, quand bien, moi c'est plutôt dans l'autre sens, c'est que tu vois, il y a les expériences de Libet, bon, qui sont critiquées sur le plan méthodologique, mais il y a plein de générations d'expériences de Libet. Et euh, euh, la- initialement, l'activité neurologique qu'on a identifiée par électroencéphalogramme qui précède à la prise de conscience, et on a dit donc le cerveau décide et puis ensuite il prend conscience de la décision, le Bereitschaft potentiel, le potentiel de préparation. Il y a une étude, il y a un article très intéressant de Dehaene et de d'autres chercheurs dont j'oublie le nom à l'instant, mais qui travaillent aussi notamment à l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière, qui disait en fait c'est pas du tout un potentiel de préparation à ce à quoi on assiste, c'est de l'activité stochastique. Mhm. Et en fait, il y a de l'activité stochastique qui de temps en temps dépasse un seuil et qui entraîne une décision. Ça, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait, à partir de cette instabilité stochastique et même d'indétermination quantique fondamentale, qui est l'émergence de prises de décision, on va dire, qui vraiment démarre de rien à cet endroit-là. Mais à nouveau, ça démarre jamais de rien, ça démarre bien de ce support matériel-là. Et donc, quand on dit libre arbitre, si on disait une décision enfin, libre sous-entend qu'il y a un agent qui décide librement, tu vois. Ça sous-entend quand même qu'il y a un Ouais. agent jeu qui irait contrôler l'activité des microtubules pour que quand même ça se Oui, fasse dans un oui, sens oui. pseudo. Si Ouais. ça dit juste qu'il y a de l'agitation chaotique, alors chaotique dans un système complexe, ou de l'agitation quantique, et il y a des fois des décisions qui surviennent de rien, alors là, mais je serais passionné de savoir ce que ça raconte. Mais ça Hmm. dirait en rien qu'il y a de la liberté qui émerge de ça, quoi. Ça Oui, dirait oui, que oui. c'est encore moins libre, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est encore moins libre que libre. C'est que ça dirait en plus qu'on décide pas nos comportements, qu'il n'y a pas de jeu qui décide de mes comportements, ça dirait en plus que mes comportements qui me semblent d'une cohérence et d'une lisibilité à l'échelle macroscopique phénoménale sont en fait de la résultante d'un chaos Oui, c'est bordélique ça. total. Pour moi, ça enlève encore plus ces représentations associées au libre arbitre. Bah, je suis complètement Mais d'accord avec toi. Le libre arbitre, il est pas stochastique. Parce que sinon, tu as raison, en fait, ah non, par définition. on est déterminé par de l'aléatoire et personne serait satisfait d'appeler ça du libre arbitre. Donc, je pense que tu as bien Ben répondu. voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça Merci t'inspire quelque beaucoup. chose, Tintu? Ouais.
Deux choses. Première chose, attention à ne pas faire une confusion entre la cause efficiente et la cause matérielle. C'est-à-dire que potentiellement la question qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que du coup c'est cette activité neuronale-là qui a eu lieu plutôt qu'une autre. De répondre ah oui mais ça a eu lieu dans un neurone ne change rien. Dans les deux cas, ça a lieu dans un neurone. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi c'est cette activité-là plutôt qu'une autre. Et à ce moment-là, l'idée c'est qu'il n'y a pas d'explication. Donc c'est un fait brut dans le sens philosophique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Ouais. Et en fait, vous l'avez traité juste après. En fait, dans la littérature académique, sur la question du libre arbitre, il y a la question, ce qu'ils appellent luck, la réponse de la chance, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment, certains philosophes considèrent qu'il n'y a pas vraiment de différence entre dire d'une chose qu'elle est libre dans le sens déterminisme, libre arbitre déterminisme, libre dans le sens libertarien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cause, et quelque chose qui est du hasard complet en fait. Et donc, luck, en plus, c'est lié avec les considérations morales, et donc de la responsabilité, etc. C'est tout ce que j'ai en dit. Une question pour Monos. Je pensais que tu allais monter pour proposer l'argument. Je sais pas si tu es allé voir du coup le bout de texte que je t'avais passé. Ouais. C'est un truc sérieux du coup? C'est une publication? Bah, ça correspond à mon argument, donc je suis biaisé pour dire que c'est sérieux et que c'est la vérité. Ouais. Ah bah vas-y, tu veux pas l'exposer ou c'était pas ton idée? Bah, après, vu que Libre Arbitre est déjà convaincu par le déterminisme, ça n'a pas de plus-value. Joachim, il s'appelle. Ouais. Joachim, ouais. Après, ok, ouais. l'idée, en fait, c'est un argument un peu amusant qui consiste à dire que toute chaîne causale est associée à un facteur d'information, et l'information, c'est la théorie de Shannon, elle est liée à un facteur énergétique. Et donc, en fait, il devrait se passer quelque chose de très bizarre quand les individus font des choix, c'est que des chaînes causales apparaissent à partir de rien, et donc, en fait, de l'énergie. Et donc, on pourrait isoler un sujet dans un système énergétiquement clos, lui demander de mettre en scène son libre arbitre, et magiquement, on devrait voir de l'énergie apparaître à partir de rien, vu qu'il y a de nouvelles chaînes causales. Donc c'est... Voilà, Exactement, j'adore. c'est drôle, hein. J'adore, c'est exactement ça. C'est amusant comme argument. Ouais. Et c'est d'autant plus super. important Ouais. que là, on a un protocole expérimental scientifique testable. Et oui. Ah Donc ouais. c'est carrément Bon, intéressant. ouais, en fait. ouais, Et oui. ouais, c'est génial. Non, merci, ça c'est très utile. Je C'est veux bien que vous me amusant. l'envoyiez parce que ça c'est très utile, franchement. Alors le prochain qui me. Ouais. Ouais, non, parfait. Merci Monos. Du Bon, allez, en coup, tout cas, c'était un plaisir. Ouais, je laisse les autres. Salut. Merci beaucoup. du coup, il reste Noko à faire monter. Alors, si on a peut-être le temps, il y aura peut-être Khalil derrière. Donc, ça dépend du temps que prend Noko. Donc, Noko, bah, tu peux monter là. Voilà. Ouais, rebonjour. J'avais une question qui va en découler de plusieurs, mais comment tu appliques le déterminisme dans ta vie de tous les jours et dans ta morale? Bon, le premier truc, c'est que ça n'a pas changé drastiquement ma manière de fonctionner d'être, puisque je suis toujours ce corps déterminé à fonctionner comme il fonctionne, avec, comme je disais, un circuit de la récompense, déterminé à ressentir de la douleur, déterminé à ressentir que ça c'est bien et que ça c'est mal, et que ce serait mieux pour le monde si on fonctionnait dans un système harmonique. Je suis déterminé à ça, comme quelqu'un d'autre pensera que c'est mieux si s'il faut une libre concurrence non faussée, qui en fait favorise les gens qui sont déjà avec des déterminants, qui sont déjà déterminés à être en position sociale de domination. Mais ce que ça, je crois, a changé fondamentalement, c'est dans... et j'ai du mal des fois vraiment à l'incarner physiquement dans les conflits au quotidien, mais parce que j'ai du mal, moi, dans ce que je suis déterminé psychologiquement, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup incarner mieux dans mon quotidien de savoir que l'autre est déterminé à être ce qu'il est, et que donc quand il est en train de me chercher des noises, en fait, je vais pas le punir, quoi. En fait, Sauf dans la mesure où la punition est un des déterminants qui permettrait à l'autre de pas recommencer. Voilà. Donc sur le système judiciaire, et on n'est pas allé aujourd'hui, et peut-être ça pourrait être discuté dans la deuxième discussion, dans une autre discussion ensemble, parce que évidemment c'est un autre volet énorme. D'habitude très vite on va là-dessus, et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire si on n'est plus, si on n'a pas de libre j'ai les arbitre, alors réponses. on n'est pas responsable, et si on n'est pas responsable, alors etc. Moi, ce que je défends dans mon podcast, dans ma pensée,
C'est un truc que j'ai pas lu ailleurs et donc je serais intéressé de savoir si vous l'avez entendu ailleurs et de Mmh. discuter. Un jour, j'aimerais bien faire un entretien avec un légiste, non, un juriste, pardon. C'est que moi, je défends l'idée qu'au contraire, tout est fondamentalement co-responsable. Et que c'est pas parce que tu n'es pas libre d'avoir fait ce que tu as fait, que c'est pas toi en termes d'organisme, en termes d'entité physique à peu près finie là, qui a fait ce qu'il a fait. Et donc c'est pas pour autant pas toi qu'on va venir voir pour voir ce qu'on peut faire à l'avenir, pour que tu recommences plus jamais, pour que la société soit protégée et éventuellement pour que la victime soit apaisée. Mais c'est toi qu'on va venir voir, mais aussi maintenant, enfin, tout le reste est en amont. Et donc, par exemple, dans un système punitiviste bas du front, comme c'est notre cas dans cette culture libérale, libre-arbitriste, eh ben, on va torturer les gens dans des lieux de torture légale qui s'appellent la prison, et on va imaginer que comme par magie, les mecs ils vont décider librement après d'arrêter d'être comme ils sont. Et on ne peut que constater, mais scientifiquement, que ça ne marche pas. La prison augmente le risque de récidive violente. J'avais mis des statistiques, j'avais vu des statistiques, je crois que j'en parle dans le podcast. Et alors que par contre, un de nos premiers combats, et en plus vu qu'on en a les moyens, ce serait dès demain abolir la pauvreté. Point. Salut, ciao, au revoir. Déjà, la première des mesures avant de dépenser tout ce fric pour enfermer des gens dans des lieux de torture légale, ce serait d'abolir la pauvreté. Et donc c'est ça, par exemple, que ça change dans mon quotidien. Pas dans mon quotidien, je suis pas président de la République, mais Mmh. c'est mon rapport à la culpabilité de l'autre et à ce que j'imagine qu'il faut faire et déployer comme effort pour modifier le comportement de l'autre. Et c'est pour ça qu'en psychiatrie, il faut des prises en charge biologiques, psychologiques et sociales, et qu'à l'échelle des humains qui font des conneries aussi, il faut des prises en charge éventuellement biologiques, psychologiques et sociales. Et Ouais, d'abord et avant tout politique, évidemment, puisqu'un des OK. déterminants fondamentaux de la violence, c'est la pauvreté et Ouais, bien le sûr, bien trauma sûr, je suis complexe, entièrement etc. d'accord avec Ouais. toi. En fait, je t'ai posé cette question, mais j'avais déjà, tenté un début de réponse. Pour la première question que je t'avais posée, c'était à ton quotidien, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Qu'est-ce que ça apporterait à la société? Moi, j'ai surtout, trouvé des bonnes raisons de devenir syndicaliste, tout simplement. Par exemple, carrément. Voilà, la conscience de lutte des classes. Par contre, l'autre problème que ça peut engendrer, c'est, le questionnement de la morale par d'autres individus qui sont pas, intéressés par ces conditions. Sur le côté de la justice, je pense que j'aurais une théorie, un peu plus claire. Ce serait dire que bon, bah, toi et moi, par exemple, on n'aime pas, on considère que le vol, c'est pas une bonne chose et plutôt que le moraliser, bah, tout simplement, on vote une loi communément, dans notre société et on dit: «Les gens qui volent, on veut pas d'eux dans notre société» et donc du coup, il y aura des actions judiciaires à l'encontre des gens qui volent. Ça écarte le point de vue moral et l'avantage, c'est que, bon, on est dans une démocratie. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais en tout cas, c'est pour moi une vision d'écarter la morale des actes. Le fait que ça passe par le vote, je vois pas en quoi ça c'est une conséquence d'enlever la morale. On tape sur l'acte. Mmh, ouais, c'est déjà ce que font les gens, c'est-à-dire les gens adossent, de la souffrance liée à cet acte, quoi. Et ils la rationalisent d'un point de vue moral à dire que c'est mal en soi. Exactement. Alors qu'un type qui est en train de crever de faim, évidemment que c'est très sain qu'il sache voler. Donc, d'un point de vue de la survie de l'espèce. Du coup, je vois pas l'endroit dans ce que tu as dit où mais en effet, moi, la pensée déterministe permet de se méfier de ces représentations qui sont adossés à de la morale, qui sont adossés à des conditionnements, émotionnels, qui sont adossés généralement à des conditionnements, infantiles, culturels, Mmh. et très biologiques. Il y a Ouais. énormément de traits de nos personnalités qui sont génétiques aussi, hein. Il y a quelque chose de très important à notifier aussi, c'est que, la perception qu'on a du déterminisme, elle est basée sur un point de départ et on n'a pas une connaissance globale, de notre environnement. Par conséquent, ce qu'on essaierait de moraliser comme bien ou mal, que ce soit en termes d'actes ou en termes de morale, il sera forcément biaisé aussi par la manière à laquelle on réfléchit le déterminisme. C'est-à-dire que si on avait Exactement. eu l'ensemble des datas de l'univers, bah, peut-être qu'on aurait une vision, différente des actes que les gens font et par conséquent, ce serait pas puni aussi.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, le déterminisme, il sera toujours limité. Enfin, pardon, quand je parle du déterminisme, je parle de notre vision du déterminisme. Et donc du coup, bah encore une fois, c'est relatif au phénomène, quoi, tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça que on peut pas faire quelque chose de parfait avec ça. Ouais, Alors merci bah, Noko, ouais, je mais pense que vas-y, quand on sait que vas-y. on sait que tout est déterminé, pour moi, la responsabilité ne s'effondre pas du tout. Au contraire, elle s'étend à tout. Tout est fondamentalement co-responsable et nous incombe enfin la responsabilité d'aller expliciter scientifiquement, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire déterministiquement les déterminants de nos comportements. Par contre, c'est la notion de faute qui s'effondre. La notion de faute et donc de faute qui existerait en soi et en dehors de nos représentations. Mais donc j'ai fait un épisode là-dessus qui s'appelle Une révolution judiciaire. Ça pourrait être un bon prémisse à notre prochaine Ouais, surtout que là, c'est discussion vraiment, ça va, comme tu as éventuellement. dit, ça va ouvrir sur un autre pan de la discussion. Alors, il y a Khalil qui veut encore intervenir, s'il reste quelques minutes. T'es là, Khalil, c'est bon? Allez, belle journée. Ouais, merci Noko pour ton Bonne journée à intervention. toi. Alors, attends, Khalil. Oh, il est plus là. Ah, Si, bah, si, il est si, c'est monté, bon, c'est il bon. est là. Ah oui, il a été monté automatiquement. Très bien, vas-y, Khalil, vas-y. Bah, je sais pas, t'as dit que à 16h, t'avais un appel. Oui, mais il reste quelques minutes, hein, allez hop. Hein. Ok. Tout à l'heure, je crois que tu as donné une explication, enfin, tu as fait une critique, je parle sous ton contrôle, Joachim. Tu as fait une critique, comment on appelle ça? Généalogiste du compatibiliste. C'est ça? Tu as dit Une que explication généalogiste du compatibilisme, généalogique, c'est-à-dire? c'est-à-dire, Généalogique. tu as expliqué par le théisme, ensuite l'idéologie libérale. Ah oui, ouais, Pourquoi historique, on ouais, accepte ouais, Einstein? généalogique, OK. Bah, si je te montre qu'une idée elle a été adoptée pour des raisons politiques, est-ce que cela suffit à la réfuter? Heu, non, mais c'est pour ça que c'est un argument parmi tous les autres et c'est surtout cet argument, je l'utilise surtout pour se rendre compte à quel point, hem, c'est pas la fin de l'histoire et prendre de la relativité de perception, de la distance avec, cette intuition-là qu'on a la vérité, que c'est et en se rendant compte, par exemple, dans un temps très court, je veux dire les révolutions européennes, c'est vraiment, les révolutions bourgeoises, ça date d'avant-hier, quoi. Combien, par exemple, cette présence de Dieu qui était omniprésente et qui déterminait nos faits et gestes, s'est fait, reléguer, au stade de, décider de la vie et de la mort et entre-temps, et entre, il y a le libre arbitre, en l'espace de quelque temps. Donc c'est plus pour redonner quand j'utilise cet argument, c'est pas du tout pour dire: «Donc c'est la preuve que le libre arbitre n'existe pas». C'est pour montrer que c'est la preuve qu'on pourrait tout à fait, un de ces 4, vivre une révolution, et vivre dans un monde qui ne croit pas au libre arbitre. Ouais, je comprends, mais au 19e siècle, par exemple, le déterminisme, bah, enfin, le déterminisme biologique, il il justifiait il justifiait, par exemple, qu'il y a des races inférieures, qui étaient déterminées à l'être, enfin, Ouais. mais ça veut pas dire que cela est-ce que cela veut dire bon, pardon. Est-ce que ça veut dire que ça réfute, le déterminisme? Est-ce que je peux essayer de Bah non. reformuler sa question ou de rajouter quelque chose sur sa question parce que effectivement, quand j'arrive à un moment dans la discussion où tu me dis que ça n'active pas les mêmes représentations et ça te fait pas le même effet dans le bid, voire que en fait tu t'intéresses aux conséquences sociopolitiques de certaines représentations, certaines idées, c'est une critique qui peut se valoir, mais du coup c'est une critique un peu dans un sens un peu bizarre, parce que tu vas considérer une idée en fonction des conséquences qu'elle a, et c'est parce qu'elle a de mauvaises conséquences que tu vas dire, bah, cette idée, du coup, elle est quoi? Elle est mauvaise, elle est fausse. Et là, Khalil est en train de dire, bah non, tu Mmh. peux pas dire qu'elle est fausse pour cette raison. À la rigueur, tu peux dire, il faut pas en parler, ou faut arrêter de la mobiliser, faut censurer potentiellement, ou des trucs comme ça, ok. Mais C'est pour potentiellement, ça que c'est jamais ouais, ouais, je comprends tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'il y a les arguments, logiques et neuroscientifiques qui effondrent le libre arbitre.
Et après, par ailleurs, il y a les conséquences culturelles que ça a, que d'y croire et d'en parler et de le mobiliser, ou de ne plus y croire, de décider de ne plus en parler, de critiquer quand des gens en parlent et de ne plus le mobiliser. Mais ouais, c'est ça. Je dis Il y en pas, a, hein. et donc du coup sur les conséquences, tu vois, on pourrait pas dire les conséquences du truc sont négatives, donc du coup ça veut dire que les prémices sont fausses, quoi. C'est la preuve même d'ailleurs que tout concept est toujours relatif au contexte conceptuel dans lequel le concept même est créé. Là, quand on fait de la philo et chez vous, c'est hyper important et j'avais peur d'être plus maladroit que ça et de moins maîtriser que ça, mais toute cette science c'était Deleuze, je crois, qui disait ça, le métier de philosophe, c'est la création de concepts et la définition de concepts. Mais le même usage de mots en relatif à l'état de la culture autour a un effet différent, donc sera validé ou pas, donc sera utilisé ou pas. Et le même mot proposé à une époque ne fera pas le buzz et ne sera pas repris, et à 10 ans de différence, quoi. Euh, et donc c'est évidemment pas parce qu'un concept a des conséquences négatives que c'est la preuve que ce concept n'existe pas. Le déterminisme au début en effet, début du XXe, sert une idéologie. Le déterminisme, la découverte de la génétique, etc., survient dans un contexte qui est fondamentalement colonial, raciste, suprémaciste. Ça fait que les suprémacistes coloniaux, ils s'en servent dans ce sens-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est comme les pseudo-études qui ont prouvé que quand tu fais lire à des gens qui jouent à un jeu de cartes un texte sur du libre arbitre ou un texte qui montre que le libre arbitre n'existe pas ou un texte autre, et ben les gens qui ont lu le texte sur le fait que le libre arbitre n'existe pas se mettent à tricher plus. Donc c'est la preuve qu'il faudrait surtout pas que les gens arrêtent de croire au libre arbitre. Ça tient absolument pas, c'est absurde. C'est que dans le contexte culturel, viens, je te fais lire ce texte-là, ça te dit précisément le truc qui, dans tes représentations libre-arbitristes, te dit ce qu'elle te dit. C'est-à-dire, comme on associe dans le contexte actuel la responsabilité au libre-arbitre, ça te dit, viens, t'es pas responsable. C'est Oui, d'ailleurs, il y strictement a dans la des... relativité là de la petite période, mais en fait, à distance, je travaille à nous faire nous rendre compte que, que la disparition du libre-arbitre n'enlève en rien la responsabilité individuelle. Ouais, c'est parfaitement compatible. Mais qu'est-ce qui expliquerait qu'une société, elle adopte un déterminisme plutôt incompatibiliste plutôt que compatibiliste? Une somme, une masse critique d'organismes matériels humains euh, avec une intuition dans l'instant relatif à l'état antérieur, relatif à l'état antérieur, relatif à l'état antérieur, que il y a plus d'avantages à croire en cela que ne pas en cela. Mais c'est jamais conscient, hein. C'est vu que ça vient de ce que nos parents nous inculquent quand on est petit et de tout l'implicite. C'est jamais décidé consciemment. Mais c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Je pense qu'on arrête de croire au libre arbitre quand on se rend compte, bon, déjà combien c'est faux en soi, ok, mais aussi combien les conséquences d'y croire sont plus négatives que positives, et combien les conséquences de croire en déterminisme sont plus positives que négatives. Mais ça demande une telle quantité de travail et de production de science-fiction. Ça demande j'adorerais qu'Alain Damasio écrive un livre de science-fiction où la prémisse est les humains arrêtent de croire au libre arbitre. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Là, moi, avec mes mini petits bras et mes 1700 followers maintenant sur YouTube, de quoi on parle, quoi? Ça demanderait qu'il y ait Et c'est ça, moi, mon sujet, c'est qu'on se regroupe entre déterminisme et qu'on se compte et qu'on se parle entre sociologues, physiciens, chimistes, psychiatres, neurologues, qui sont chacun dans leur chapelle, qu'on se rende compte qu'en fait, le paradigme commun, c'est la recherche des déterminants de nos vies, et parce qu'on pense que ça change des choses dans le monde que de découvrir les déterminants réels de nos vies réelles. Ok, ben, Bernard merci. Lahire, pour ça, est très intéressant. Merci. Donc, dans l'idéal, pour toi, je reformule, c'est qu'on garde la responsabilité tout en, enfin,
qu'on garde la responsabilité individuelle tout en éliminant le concept de libre arbitre. Plutôt tout en éliminant le concept de Oui. faute. Oui, de faute morale qui serait mal en soi, qui planerait au-dessus de la matière. Pour moi, ce qui est mal, c'est simplement à considérer en termes de conséquences. Et encore, c'est très relatif, quoi. C'est mal dans un système culturel donné. Tu vois, tuer, c'est mal, c'est jamais mal en soi, ça n'a pas de sens. C'est en légitime défense. D'ailleurs, notre droit au quotidien considère pas que ce soit mal de tuer en légitime défense. Donc il n'y a rien qui soit mal en soi, comme un espèce de truc qui planerait au-dessus de la matière, quoi. Ok, C'est une ouais, convention culturelle. La morale est une convention culturelle. Bon, pour pas dévier encore nouveau sur l'aspect juridique là, donc je sais pas, là il est 16h05, hein, Joachim. Alors je sais pas si tu as encore quelques temps pour, répondre à d'autres Ouais, questions ou j'ai s'il faut ensuite y aller? 2 minutes 35 et il faut Parce vraiment que que moi j'y aille, ouais. j'avais, Donc, quelque chose à rajouter par rapport à ce que disait le teinturier. Donc, le teinturier a quand même parlé d'autodétermination et d'autodéterminisme. Alors, vous avez peut-être pas parlé suffisamment autour de ça, peut-être que vous auriez aimé en parler un peu plus longtemps. Alors moi, il me semble qu'il y a des, alors je suis pas de spécialiste du domaine, hein, c'est au niveau philosophique en tout cas, mais il me semble qu'il y a l'histoire de boucles qui sont invoquées pour expliquer l'autodétermination. Je sais pas si le teinturier, tu confirmes ça? ouais, boucle de réentrée, Ouais, ça permet de confiance sauter un peu le paradoxe de autonoétique. début et de départ. Et Mmh. je voulais savoir si, le teinturier, tu nous entends? Oui. Je voulais savoir si tu avais quelque chose à préciser par rapport à ça, parce que c'était peut-être quelque chose que tu aurais pu, agencer pour dépasser le débat. En fait, là, Cette histoire de boucle sur l'autodétermination. non, mais moi, ça me parle pas. Je pense à quelque chose de réflexif. Ah. Moi, l'autodétermination telle que je l'ai proposée là dans la discussion, c'était quelque chose de diachronique. C'est-à-dire que c'est pas au même temps. Donc, c'est l'individu à un moment passé qui détermine l'individu à un moment futur. Donc, ça veut dire qu'il y a la chaîne causale qui passe à un moment dans le cerveau ou dans la chose décisionnelle qui vous intéresse pour la question de choix, de décision, de volonté, etc. Donc, potentiellement, il y a une analyse où tu n'as aucune boucle, t'as pas de boucle du tout, puisque c'est pas synchronique, en fait. Pour qu'il y ait une boucle, il faudrait que ce soit synchronique. Et là, ça pose des problèmes plus importants d'un point de vue du déterminisme. Alors que là, Moi, j'en l'autodétermination parlerai pas. diachronique, On en discutera peut-être le teinturier parce que j'ai peut-être des choses à t'apporter par rapport à ce que j'ai fait moi aussi. Et bah du coup, je sais pas s'il y a encore d'autres choses à faire ou à rajouter pour vous, parce que là on a déjà dépassé légèrement pour Joachim. En non, tout cas, c'était on va se dire au un revoir. débat de très très haute qualité, c'était très très bien. Et comme j'ai expliqué, les temps de parole étaient vraiment bien équilibrés durant le débat, donc c'est vraiment très très bien. Alors je pense que vos conclusions, vous les avez faites, donc je pense que pour nous, c'est à peu près bon. Alors on va peut-être se retrouver sur le salon Débrief Event pour rediscuter ça entre nous. Alors si tu as encore un peu de temps, Joachim, donc là on sera hors enregistrement du coup, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, merci à vous Au et merci revoir. de suivre notre truc sur la chaîne, quoi. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je mets, donc pareil pour moi, au revoir. Merci à DBD pour l'organisation de l'événement et je mets fin à l'enregistrement.